Bonjour à tous. Donc moi je suis Yvan Arsquet, je suis infirmier en pratique avancée au CREAPS et donc aujourd'hui j'anime ce goûter de la de la réhab avec ma collègue Delphine Lasne. Pour ce 21e goûter, nous avons retenu la thématique de la rechute et pour cela nous avons sollicité Julien Jupy, sociologue chargé de recherche au CREAPS CREPSI, et Delphine Las, non, pardon, excuse-moi Delphine, j'écorche toujours, chargée de mission Père Aidance Crépsy Créaps pour parler de la perception de la rechute par des professionnels de santé. Nous avons également invité David Masson, psychiatre, chef de service du département de réhabilitation psychosociale et du centre référent Cure-Lorraine du centre psychothérapie de l'AXOU, également auteur et vulgarisateur en santé mentale. Il y a un livre qui est sorti récemment durant l'été concernant la santé mentale, ce que peut vraiment la psychiatrie. L'idée, c'est de lutter contre les idées fausses sur la psychiatrie pour améliorer la santé mentale de tous et toutes. Et nous avons également la chance d'avoir Freya Durier-McIntosh, qui est médiatrice de santé père au centre de proximité de réhabilitation psychosociale du centre hospitalier de Cholet. Donc voilà, donc nous allons commencer et je vais laisser la parole à Julien Jupy et Delphine Lasne. Donc juste pour rappel, les vidéos doivent rester fermées vu que les goûters sont enregistrés que pour une question de droit à l'image. Et pour intervenir, on vous demande de passer par le chat et avec les collègues, on relayera vos questions aux différents intervenants. Merci à vous pour votre intérêt et place à Julien et Delphine. Alors, on se présente Je t'en prie. après toi. Très bien. Julien Jupy, sociologue, chargé de recherche au CREAPS et au CREPSI. Et Delphine Lasne, père aidante professionnelle, chargée de mission père aidance sur les deux structures. Et on a le plaisir cet après-midi d'intervenir avec vous sur le sujet de la rechute, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle, enfin moi qui m'interpelle dans ma profession à plusieurs niveaux, notamment avec mes pairs en intervision, où ce phénomène revient régulièrement et une interrogation sur finalement quand on rechute, pourquoi la honte vient vers nous, pourquoi on n'ose pas. Enfin, plein de thématiques sont apparues qui nous semblaient intéressantes à les questionner. Et j'ai eu l'honneur de demander à Julien de participer avec moi à cette enquête. Nous avons interrogé des personnes concernées et des soignants aussi pour avoir leur ressenti de ce qu'ils pensaient de la rechute, avec grande interrogation et surprise. Ça m'a interpellée à plusieurs niveaux. Je vais commencer ma présentation et je passerai la parole à Julien, si ça te convient dans ce moment. Delphine. Voilà, c'est partagé. Est-ce qu'on rechute? Alors, est-ce que c'est le terme qu'il faut employer? Pour ma part, oui. Et pour les personnes qu'on a interrogées également, notamment les personnes concernées. C'est normal, je pense. C'est un mot qui fait peur. On l'associe souvent à l'échec, à la honte ou à la perte de contrôle. Pourtant, si on y regarde de plus près, c'est avant tout un signal que notre corps, notre esprit ou notre environnement nous envoie pour nous dire, hey, il est temps de faire une petite pause, de réévaluer ou de changer quelque chose. Je le fais avec le ton de l'humour, mais quand ça nous arrive, malheureusement, on n'est pas dans cet état-là. D'où l'intérêt de se goûter cet après-midi. Euh, Excusez-moi, j'ai été trop vite. Tant, si on y regarde de plus près, c'est avant tout un signal que notre corps, notre esprit, notre environnement nous renvoie à... Voilà, je refais ma petite blague. En tant que père aidante, je rencontre des pères et qui se sentent coupables ou honteuses après une rechute. Mais la rechute n'est pas un échec, c'est une partie du processus. Alors, qu'est-ce que la rechute vraiment? Et comment peut-on la traverser sans juger? Une rechute, ce n'est pas un retour en arrière. C'est un peu comme un feu tricolore qui passe à l'orange. Ce n'est pas un arrêt, mais un signe qu'il faut ralentir. Prenons l'exemple de T, qui après quelques mois de stabilité a changé de psychiatre. Et dans ce changement de psychiatre, où il avait l'habitude de parler traitement librement et d'avoir
un accord comme une décision médicale partagée. Avec ce nouveau psychiatre, il n'a plus cette opportunité-là et ça le met en grande fragilité alors que il n'a plus de résurgence, notamment de ses voix ou de ses hallucinations qu'il pouvait percevoir il y a une dizaine d'années. Nous voyons ainsi que les causes possibles sont nombreuses, comme le stress, la fatigue accumulée, le changement de traitement, l'isolement même. La rechute nous rappelle nos limites, mais aussi nos forces. Elle nous montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Le modèle du Scheim, que vous connaissez peut-être autour de cet écran, puisque vous êtes habitué au goûter de la RIAB et qu'on le partage régulièrement. Scheim pour connectivité, espoir, identité, sens et autodétermination, hein, qui date de 2011, mais qui a toujours... moi, je l'utilise beaucoup et au CREPSI, on l'utilise beaucoup. On l'a modélisé sous le format de L. Vous pouvez le retrouver sur le site du CREPSI. Ce modèle nous apprend que le rétablissement passe notamment par la reconstruction d'une identité propre, au-delà de celle de malade. Pourtant, quand les symptômes ressurgissent, la notion de rechute peut brutalement nous ramener à cette vulnérabilité qu'on croyait dépassée. Comme le souligne Larry Davidson, qui est professeur de psychiatrie à l'école de médecine de Yale aux États-Unis, où il a fondé et dirige le programme pour le rétablissement et la santé communautaire, le rétablissement n'est pas une ligne droite, mais une dynamique entre ces deux réalités. D'un côté, l'identité que l'on a patiemment reconstruite, fait de projets et de liens et de sens, et de l'autre, la conscience de notre fragilité qui ressurgit avec les symptômes. Cette tension n'est pas un échec, mais une preuve que le rétablissement est un processus vivant, et on a pu le voir avec les témoignages des personnes que l'on a interrogées, notamment chez les personnes concernées. C'est la capacité aussi à naviguer entre deux rives, comme reconnaître nos limites tout en refusant de laisser la maladie définir notre existence. Moi, en tant que professionnelle de l'accompagnement, je sais que précisément, c'est dans ces moments de bascule que se joue notre résilience et ce qui renforce aussi paradoxalement notre espoir et notre connexion aux autres. Quand on parle de rechute dans un parcours de rétablissement, on ne peut ignorer la question de l'équité. J'ai découvert ce mot assez récemment avec une de mes pairs. C'est pas un mot que j'employais régulièrement. On l'a pu le voir avec une professionnelle dans un secteur où les pratiques orientées rétablissement n'avaient pas toute sa place et on a vu à quel point finalement se jouait en fait en termes de donner des informations, retrouver un signe d'espoir, à quel point les pratiques orientées rétablissement, quand elles sont au sein des pratiques soignantes et au sein de la personne qui les a, c'est important. Donc, je trouvais important pour moi de, de le souligner et j'avais même mis une petite anecdote, mais tu préférais que je témoigne de ce que j'avais entendu. Mais moi, pour moi, c'était offrir à chacun la même paire de baskets. L'équité, c'est de s'assurer que les baskets soient la bonne pointure et parfois qu'elles soient même équipées de la même semelle orthopédique pour celles et ceux qui en ont besoin. Donc vous voyez, finalement, l'égalité, c'est d'avoir les mêmes baskets et l'équité, c'est de faire en sorte que les baskets soient adaptées à tout le monde. C'est en ça que l'équité, pour moi, est important dans ce qu'on a comme soin aujourd'hui. Les rechutes ne surviennent pas dans un vide social, hein, complètement. Elles sont souvent le reflet de déséquilibres plus larges, la précarité, l'isolement. On voit que les pères qui sont isolés ont quand même une proportion à la rechute qui sont quand même beaucoup plus importantes. Je le soulignais tout à l'heure avec cette question d'équité, mais l'accès inégal aux soins et aux diverses ressources qui sont à notre disposition sur le territoire, notamment là, ce qui nous amène aujourd'hui plus particulièrement sur le territoire des Pays de la Loire. Mais je vois chaque jour que ces inégalités pèsent sur les parcours. La rechute n'est pas qu'une affaire de volonté ou de faiblesse, mais aussi de contexte. Alors, comment faire en sorte que notre accompagnement, et je parle de père aidance, bien sûr, hein, j'irai pas sur d'autres terrains, ne soit pas un parcours d'obstacles supplémentaires, mais un filet de sécurité qui soit adapté à chaque réalité. Peut-être en écoutant davantage, en ajustant nos réponses et en reconnaissant que ce qui fonctionne ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Parce que le rétablissement, finalement, c'est comme une recette de cuisine. Et pourtant, mes collègues en témoignent, je suis très très mauvaise en cuisine, mais en rétablissement,
je commence à avoir quelques billes. Les ingrédients de base sont les mêmes, mais les doses, elles sont vraiment très personnalisées. Et le rétablissement, finalement, c'est très personnalisé. Et on s'est aperçu, avec les divers témoignages qu'on a reçus, à chaque fois, c'était bien différent, cette notion, de rechute. Pour moi, en tant que père aidante, accompagner la rechute, c'est marcher à côté de quelqu'un dans le brouillard. On ne voit pas toujours clairement le chemin, mais on est là. Je me souviens, d'une dame qui m'a dit un jour, je ne me reconnais plus. Mais ensemble, on a listé ses forces, ses valeurs, ses petits plaisirs, et petit à petit, elle a retrouvé son équilibre. Un outil, hein, mais vous allez en parler tous, hein, je pense, hein, pour moi qui est essentiel, c'est le plan de crise. Même certains l'ont abordé, dans nos témoignages. Alors, les personnes concernées l'ont abordé, un psychiatre notamment. Toi, tu en feras peut-être un retour. Mais voilà, pour moi, en fait, d'entendre, ces divers, interviews de personnes concernées ou de soignants, m'a fait comprendre que bah, la rechute devrait être, une chose enseignée, comme on apprend à prendre un traitement, comme on apprend, sur sa maladie. J'ai pas eu de cours sur la rechute, je suis obligée d'apprendre à chaque fois que j'en ai une. J'apprends correctement parce que je suis entourée de personnes qui ont des pratiques, orientées rétablissement. Mais c'est ça qu'on cherche à développer, notamment avec la pérédance. C'est ça que je tends à développer auprès de mes pairs. Si je dois conclure, je conclurai ainsi. La rechute, c'est comme une vague, elle peut nous submerger, mais elle finit toujours par redescendre. Et chaque fois qu'on ressort un peu plus fort, un peu plus conscient de qui on est, alors oui, on rechute, mais on se relève aussi. Et c'est ça la résilience. Merci Delphine. Comme on vous l'a dit, on fait là, on expose un peu les premiers résultats d'une enquête exploratoire auprès de 7-8 personnes, si ma mémoire est bonne. Donc ce que je vais dire, c'est à prendre comme tel, avec toute la fragilité des premiers constats que je vais essayer de dresser ici. Ce qui saute aux yeux quand on parle de la rechute aux personnes concernées, au personnel, aux acteurs du soin, c'est qu'à un premier niveau, la rechute renvoie à une définition très médicale, c'est-à-dire que c'est une détérioration de l'état de santé. Donc le prisme médical, qui est très prégnant, et selon cette logique médicale, il va s'agir d'identifier les facteurs de risque. Mauvaise observance du traitement, la survenue d'une maladie intercurrente, consommation de substances ou bien des tensions dans les relations interpersonnelles peuvent conduire à une rechute. Dans les articles consultés, on voit cette logique qui imprègne le discours, c'est-à-dire une logique d'objectivation, d'identification des conditions universelles à l'aide de l'outil statistique, donc oui, d'objectivation des conditions universelles, alors que dans la clinique, ce sont les conditions particulières qui vont importer aux cliniciens. Mais toutes deux correspondent cependant à une démarche et une volonté d'évaluation, de prévention et de gestion. Donc là, on est dans le domaine médical. Et cette vision médicale est largement intériorisée, pardon, et prégnante chez les personnes interrogées, les personnes concernées, puisqu'elles aussi utilisent le terme rechute de manière spontanée. Elle est vécue toujours de manière douloureuse. On a pu nous dire que c'était flippant, pénible, et renvoie à de l'échec, à la honte, comme l'a dit tout à l'heure Delphine, avec des pensées telles que je n'y arriverai jamais, je tourne en rond, que ce que j'ai encore fait pour mériter ça quelque part. Je le vis mal, je me sens nul, je suis incapable de rien faire quand tout ça surgit. Et l'enjeu des professionnels, et c'est va être le deuxième niveau de lecture de la rechute, tout l'enjeu pour les professionnels va être de transformer cette expérience, d'abord par la réassurance, et puis surtout par un apprentissage. Alors on avait fait l'hypothèse avec Delphine que à mesure qu'on en avance sur le chemin du rétablissement, bah, la rechute est moins douloureuse, et qu'on le vit de manière moins frappante, avec moins de stupéfaction. Bon, bah, en fait, c'est pas du tout le cas. Qu'on ait, pardonnez-moi l'expression, de la bouteille ou non, eh ben, il semble que les rechutes sont très douloureuses. Euh, euh, alors, ce qui va changer, en revanche, c'est les outils ou les ressources sur lesquelles les personnes s'appuient, qui, elles, s'étoffent au fur et à mesure. Donc ça, c'est un deuxième niveau, je le disais.
puisque selon les professionnels qui s'inspirent de la réhabilitation psychosociale, ce sont avant tout à ceux-là que nous nous sommes adressés. Eh bien, pas que, mais surtout cela. La rechute fait partie intégrante, là je dis une vérité que vous connaissez tous, la rechute fait partie intégrante du processus de rétablissement. Et dans ce cadre, la rechute est l'occasion euh, d'un moment de réajustement, de remise en question, tant pour les soignants que pour les personnes concernées qui se demandent si elles ont fait tout ce qu'il fallait pour éviter cela. Donc, pour une part, la réponse va être médicale. Il va y avoir une intensification du traitement, réajustement, fréquence des consultations. Et pour une autre part, la réponse et les ressorts sont de l'ordre du personnel, de l'ordre de compétences qu'il va s'agir d'acquérir. Et donc, il y a une tension intéressante, je trouve, entre ce qui est attendu et puis ce qui est inattendu, entre ce qui est de l'ordre du risque et de l'événement normal qui est toujours en tension là, dans l'objet qui nous préoccupe aujourd'hui. Une phrase m'a particulièrement marqué, et ça m'a donné un peu à réfléchir, ça, puisque selon un médecin, alors vous apprécierez ou non la citation, enfin son propos, mais que je vais essayer un peu de décortiquer, puisque selon lui, la rechute est comme un rappel à l'ordre. Et puis je me suis dit, mais de quel ordre il parle? Et selon lui, la personne, quand je lui demande d'expliquer, il me dit, bah, en fait, la personne peut oublier qu'elle vivait avec une vulnérabilité inhérente, ajoute-t-il, à ses maladies chroniques. Et puis d'ailleurs, une personne concernée nous disait, j'avais oublié que j'étais une personne malade. Et donc tout le travail du soignant, comme je le disais un peu plus haut, ça va être justement de ne pas tomber dans cette dichotomie normale pathologique, dans la tension aussi que je viens d'évoquer en parlant d'inattendu et d'attendu. Donc éviter la dichotomie normale pathologique et travailler à des réajustements des habitudes de vie, mais aussi un réajustement identitaire. Hein, j'avais oublié que j'étais une personne malade. Donc, afin de réintroduire le fait d'asseoir la conscience d'être une personne vivant avec une ou des vulnérabilités. Et euh, oui, par ailleurs, donc je faisais l'hypothèse, hein, j'en parlais de plus haut, de différence à mesure qu'on avance dans le parcours de rétablissement que les rechutes sont moins douloureuses. Je vous disais que non, donc. Mais ce qui change, je disais aussi, ce sont les ressources dont les personnes disposent. Et là, l'image de l'escalier ou bien de la montagne gravie nous a été donnée à plusieurs reprises. Et ces métaphores sont importantes puisque c'est la manière dont on se représente les choses, ce qui est assez capital, quoi, je trouve. Donc ces métaphores renvoient à l'idée d'un chemin ascensionnel le long duquel les personnes concernées, avec l'aide des équipes qui les accompagnent, posent comme des jalons. Hein, vous voyez, comme ces alpinistes là, qui mettent des outils dont j'ai oublié le nom. Et ces jalons permettent, comme dans l'escalade, donc de ne pas tomber en deçà du dernier échelon posé. Alors ces jalons sont faits de quoi? D'une meilleure connaissance de soi, acquise par l'expérience directe ou bien par la psychoéducation. Euh, un psychiatre disait, plus un patient connaît sa maladie, plus il va être attentif et va être capable de réagir de lui-même. Donc il y a acquisition de compétences, un transfert de compétences, typiquement comme dans la maladie chronique, quoi. Et autrement dit, pour une personne concernée, elle dit, parfois je glisse, mais je ne redescends pas aussi bas. Plus ça va, plus je me vois faire, plus j'ai des ressources. Alors la rechute, c'est comme un rappel à l'ordre, mais quel ordre? On pourrait dire enfin moi ça m'a évoqué le titre d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Bazanger, qui a écrit un article qui s'appelle Les maladies chroniques et leur ordre négocié, et m'a évoqué les thématiques centrales de l'article qui sont la réorganisation, les mots-clés comme réajustement continu, redéfinition permanente, sont la norme en fait du style de vie imposé par les maladies chroniques. Donc la rechute désorganise un ordre et elle réintroduit des ajustements qui sont nécessaires, parfois sur un mode conflictuel avec le psychiatre. Tout à l'heure, Delphine en parlait en évoquant le cas de T, donc sur un mode conflictuel. Mais ça dépasse de loin le colloque singulier entre le soignant et la personne soignée, puisque la maladie chronique conduit la personne dans toutes les sphères dans lesquelles elle est insérée, la famille, le travail, etc. Donc réajustement identitaire du quotidien, de la vie professionnelle, familiale, mais aussi des attentes que l'on a concernant sa vie, les attentes
qui peut-être étaient irréalistes et puis se rappellent à l'ordre, euh, comme, euh, euh, comme pour réduire les attentes peut-être et se souvenir que on doit vivre malgré ou en dépit de la maladie. Donc, est-ce qu'on rechute? Alors oui, mais dans quel sens? À première vue, la médecine semble avoir le monopole de la définition et de la gestion de cet événement. On a pu voir qu'il donne lieu à apprentissage, à la recherche d'autres solutions qui étaient jusqu'alors déployées, ou à l'identification d'autres ressources et de multiples réorganisations dans la vie. Mais alors là, je livre une réflexion qui peut-être sera l'occasion d'échanges. Se focaliser sur les conditions singulières ou personnelles, ou bien sur les facteurs universels de la rechute, décrit autant que cela peut masquer, et je le dis avec prudence, masquer d'autres dimensions d'organisation des soins, d'une limitation d'accès aux ressources, c'est-à-dire masquer la dimension sociale et politique de l'organisation enfin, de l'accompagnement. Euh, Autrement dit, la rechute pourrait être aussi vue sous l'angle d'une conséquence ou d'un symptôme, si vous me permettez la comparaison, de l'état de l'offre de soins, d'habitudes professionnelles disparates. Tout à l'heure, Delphine parlait de différences dans les formations des professionnels. Donc de symptômes donc de l'état de l'offre, d'habitudes professionnelles, de la fréquence des interactions avec les soignants, de leur disponibilité aussi, et aussi peut-être de l'isolement consécutif à la stigmatisation dont les troubles psychiques sont l'objet. Alors, est-ce un événement médical, la rechute? Est-ce que c'est un événement personnel ou social? Peut-être les trois, mais alors où est le social? Voilà, en guise de conclusion, une question que je voulais peut-être vous suggérer. On vous remercie pour votre attention. Merci Julien, Delphine. Moi, la première question que j'ai par rapport à ce que vous avez présenté, est-ce que dans votre démarche d'aller rencontrer des personnes concernées ou des professionnels de santé pour parler de la rechute, est-ce que vous avez été confronté à des surprises, des bonnes ou mauvaises? Est-ce que c'est simple de parler de la rechute ou pas? Mais je parle de ça parce que lorsqu'on a évoqué cette thématique en équipe, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements et c'est ce qui nous a amené à aller rencontrer les personnes concernées, les professionnels. Et je voulais savoir, voilà, comment ça s'était passé pour vous. Moi, j'ai eu deux surprises. La première, c'est de constater que malgré l'avancement, comme je vous le disais, dans le parcours de rétablissement, la rechute saisit toujours avec autant de stupeur les personnes qui en font l'expérience. Euh, mais comme je le disais, les ressources, elles s'étoffent. Et la deuxième surprise, ça a été, Delphine l'a dit, je l'ai un petit peu souligné aussi, c'est le- l'inégalité en fait de traitement entre guillemets des personnes en fonction des ressources dont disposent les personnes, enfin les acteurs du soin, puisqu'on a pu voir chez certains une rechute plutôt gérée sur le mode de la crise, c'est-à-dire qui ne donne pas lieu, ou alors de façon très subtile, presque invisible, voire absente, ne donne pas lieu à une forme de capitalisation de l'expérience et des ressources que l'on peut identifier. C'est-à-dire, c'est en mode, on pourrait dire, stop and go, je ne sais pas comment dire, je vis à peu près normalement, boum, je trébuche, je vais donc consulter quelqu'un, mon équipe habituelle, et puis je retourne chez moi avec un enregistrement de traitement, par exemple, mais assez peu d'outils nouveaux pour réorganiser et peut-être mieux anticiper ou mieux vivre à l'avenir les choses. Voilà ce qui m'a surpris, moi, Moi, ce qui m'a surpris, c'est la non-réponse des soignants thématique. sur cette thématique qui est pourtant, je pense, la préoccupation de tous, parce qu'il n'y aurait pas de rechute. Je pense que les praticiens, on n'aurait pas d'hôpitaux. Donc, j'imagine que c'est une thématique importante. On a eu des barrières importantes. Alors, pas parce qu'on ne souhaitait pas nous parler, mais parce que ça demande plein d'autorisations finalement. Il a fallu franchir plein de bureaux, alors que pour les personnes concernées, parler de quelque chose, d'un vécu,
d'une expérience a été beaucoup plus facile. Peut-être parce que effectivement on a été dans des réseaux où le rétablissement est légion. Peut-être que effectivement on n'a pas été chercher aussi, c'est peut-être la limite aussi de notre interrogation chez les personnes qui vivent sans pratique orientée rétablissement. Peut-être que là on aurait eu aussi un autre style de réponse. Mais ça m'a un peu interrogée. Et puis ça me permet de me dire bah, qu'il y a encore du travail pour faire évoluer cette notion sur la rechute et que bah, pour demain, pour ma rechute à venir, parce que je suis sur un parcours de rétablissement, donc j'en aurai peut-être une, c'est aussi me former et former aussi les professionnels qui sont eux-mêmes, hein. J'aime bien me rappeler de ce que me souligne notre responsable d'équipe, Madame Deloffre, qui nous rappelle que normalement, les soignants sont des formateurs pour leurs patients et j'aime beaucoup cette idée-là, qu'on nous forme aussi à la rechute. Donc, je resterai là-dessus. Oui, c'est ce que tu as pu partager dans ce que tu as pu dire tout à l'heure, que la rechute devrait être enseignée. Mais Oui, à travers ce que tu dis, ce que vous dites, à la fois pour les personnes concernées, puis aussi pour les professionnels. Tout à l'heure, toi, tu as évoqué, Delphine, la question du plan de crise. Et là, il y a dans le chat, il y a une question sur alors, quelle est la place des DAP ou mesures d'anticipation en psychiatrie dans la gestion médicale de la rechute. Est-ce que les professionnels interrogés ont parlé Oui. des mesures d'anticipation ou pas? vas-y. Oui, c'est le cas. Ils se servent de cet outil, oui. Alors, on précise, hein, c'est ceux qui ont des pratiques orientées rétablissement qui nous en ont parlé. Oui. Des professionnels qui n'avaient pas ces pratiques et qui nous en ont pas parlé. Donc c'est vrai que on remarque à quel point de marteler les choses et de rappeler à quel point, enfin nous, enfin moi je me place du côté de la personne concernée, d'encourager aussi nos professionnels à avoir cet outil qui accompagne nos vies et nos rechutes, c'est hyper important. Mm. Et du coup, comment ils l'ont abordé? Comment est-ce qu'ils ont pu, comment ça a été abordé Dans nos entretiens, tu veux dire? dans vos entretiens, dans les réponses qu'on vous a apportées? C'est quand on les interrogeait sur vous réagissez comment? Quelles sont vos pratiques lorsque une personne concernée, un de vos patients, vient et fait l'expérience d'une rechute? Et c'est là qu'on nous a dit, bah voilà, moi les personnes dont on parle là ont le même schéma d'action, c'est-à-dire intensification, réajustement du traitement, intensification des consultations, mobilisation des proches, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont là aussi. Ils ont parlé de l'intérêt là du plan de crise conjoint pour tout ça. Ouais. C'est à ce moment-là. D'accord. Euh, J'ai noté aussi que les professionnels ont évoqué le fait qu'une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de la maladie pouvait être un des facteurs protecteurs vis-à-vis d'une rechute ou en tout cas atténuer l'intensité de la rechute. Est-ce que ça a été aussi abordé du côté des personnes concernées ou pas du tout? Cette notion de meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance de la pathologie sous forme d'éducation thérapeutique ou d'accompagnement par un pair. Est-ce que c'était également abordé? Oui, ça a été abordé et effectivement, on a eu un témoignage d'une personne qui a fait beaucoup d'éducation thérapeutique du patient, qui a engendré un savoir technique finalement sur la maladie et sur le rétablissement et qui, après 20 ans de parcours, malgré tout, se fait choper comme ça par la résurgence de symptômes. Alors, elle se connaît bien, donc à chaque fois, elle va chercher le soin qu'il lui faut, mais à chaque fois, hop, elle se fait happer. Et là, c'est les professionnels qui ont mis en avant qu'elle avait eu des symptômes beaucoup plus importants que la fois d'avant. Donc, comme quoi, acquérir comme ça tout un tas de compétences ça n'empêche pas l'ampleur des symptômes, mais ça permet quand même de se dire, bah voilà, autour de moi, j'ai quand même beaucoup de ressources. Et c'est ça qui est important, qu'on soit père aidant
proche ou professionnel aujourd'hui, c'est de rappeler à la personne qui est en situation de plus grande vulnérabilité tout ce qu'elle a à disposition pour amortir un peu cet effet de chute ou de choc ou ce qu'on veut. C'est vrai que même moi aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un peu de résurgence de symptômes, même si c'est pas de l'ordre de la réhospitalisation, à chaque fois j'en veux énormément au rétablissement. Sauf que j'en ai fait mon métier, donc je reviens dessus avec beaucoup de plaisir. Mais à chaque fois, c'est une question de se dire, finalement, c'est un vrai job, c'est un vrai, comment on pourrait même dire, un sacerdoce hein, de se rétablir. C'est une double casquette qu'on a, nous, de vivre et de se rétablir. Donc, Dans ce que vous avez partagé, là, je relate une question. Vous avez évoqué le terme rechute, qui en lui-même ne serait pas forcément adapté. Du coup, la question, est-ce que vous avez des propositions d'autres termes? Non. Effectivement, on a demandé à chaque fois si c'était le terme employé, si le mot convenait. Alors, le mot ne convient pas forcément, il est moche, et il est très connoté de façon négative, mais personne nous a proposé un autre terme. Donc, on sait que le mot est pas adapté, convient à personne, mais rassemble sur un ensemble d'émotions. Donc, je pense que comme chaque parcours de rétablissement a sa propre singularité, chaque personne qui vit un épisode comme ça de mal-être a peut-être son mot personnel qui la définira au mieux. Mais c'est vrai qu'on a posé cette question. Alors moi, je le vois pour les personnes concernées. Mais pour les professionnels, Julien, je pense que c'était un peu la même chose. Un peu la même chose, oui. Mais faudrait trouver un autre mot, c'est vrai. Je sais pas lequel, mais je pense enfin, c'est une intuition parce qu'il faudrait pousser l'enquête plus en avant, mais on rechute pas tout à fait de la même manière, ni dans les mêmes dispositions. Euh, Même si ça peut, encore une fois, hein, toujours être source de désespoir, tout ça, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Avec l'image de l'escalade, là, et des jalons auxquels on peut se rattraper, il y a un truc à trouver. Enfin, Ok. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais on la gardera en fil rouge pour les autres intervenants. Et que pensez-vous de mon jardin mental comme outil de prévention de rechute? Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Alors moi, je ne connais pas et je n'utilise pas, donc peut-être avoir au fil des présentations, mais avec plaisir pour le découvrir. S'il est dans le chat, j'irai regarder. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour votre intervention. Et on va passer la parole à David Masson. L'idée, c'est de faire intervenir un psychiatre pour aussi avoir le point de vue des professionnels, de savoir comment un psychiatre, déjà ce qu'il entend par rechute, et puis comment c'est vécu en tant que personne qui accompagne qui est sur le suivi de patients, comment lui aussi vit cette question de la rechute. Donc, place à toi, David. Tu peux partager ton support et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions. Merci. Eh bien, merci Yves-Antoine. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc David Masson, je suis psychiatre sur le centre psychothérapique de Nancy et je remercie le CREAPS de cette possibilité d'interroger sur la rechute en réhab notamment, mais pas que. C'était une belle occasion de découvrir que le sujet avait l'air simple à aborder et finalement. Il y a des subtilités qui nécessitent, je pense d'être précisées. Je vais partager le petit diaporama que je voulais vous montrer. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. On voit le diaporama. Parfait. Comme ça aussi? Parfait. Génial. Alors pour resituer qui ne me connaissent pas, donc je suis psychiatre d'adulte depuis une vingtaine d'années, donc travaillant en psychiatrie adulte, accompagnant des personnes atteintes de troubles psychiques qu'on dit sévères, notamment de troubles schizophréniques. Le terme de rechute, mes collègues et certainement Yves-Antoine me dira aussi, on l'utilise tous les jours. Il est toujours en toile de fond. C'est un terme qui est présent dans toutes nos réunions cliniques, qui est toujours un peu en filigrane comme ça. Mais en fait, quand on commence à le définir, on se rend compte qu'il est aussi présent que je trouve finalement mal compris,
pas très bien défini et un petit peu nébuleux. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir justement revenir dessus. Et une des manières déjà de reprendre la rechute, c'est déjà de repartir de la définition même. Et rien que ça, on est déjà sur quelque chose qui n'est pas si évident que ça, ne serait-ce qu'à définir d'un point de vue médical. Je vous prends une définition que j'ai trouvée qui date de 2000 de Burns, qui associe trois éléments. Un, la réémergence de symptômes ou l'exacerbation de symptômes. Deuxième critère, suite à une période de rémission complète ou de présence de symptômes résiduels habituels et qui vont être exacerbés. Et autre point important, qui entraîne une perturbation significative du comportement et du fonctionnement social. Je vois qu'il y a plein de fautes, excusez-moi, dans le diaporama. Donc, qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est que sur les trois points, en fait, on n'a pas une définition claire, précise, que ce soit par rapport à la question de la réémergence. Qu'est-ce qu'on appelle période de rémission? Au bout de combien de temps on parle de rémission complète? Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? On ne sait pas. Et pareil, que la perturbation significative du comportement. Par rapport à quel référentiel? Fonctionnement social, c'est par rapport au fonctionnement social attendu sociétal. Est-ce que c'est le fonctionnement social en rapport avec le bien-être de la personne par rapport à ses projets? On voit déjà, rien que dans la définition, on est déjà sur des lignes de crête pas si évidentes que ça. De ce fait-là, et on va le retrouver dans la littérature, ce qui n'est pas très étonnant, on a des définitions complètement hétérogènes, puisque c'est des critères, paradoxalement, qui sont pris pour évaluer les traitements, les modalités d'accompagnement, etc., avec finalement des points qui sont avec des définitions dans les études qui vont être différentes. Et là, je vous partage une méta-analyse qui a été publiée en 2022 qui porte sur 98 essais cliniques dans le cadre de la schizophrénie et qui a fait comme ça, repris 98 études et voir comment était définie la rechute dans ces différentes études. Donc la première, c'est déjà la question d'une objectivation autour d'échelle. Et s'il n'est pas forcément défini, on peut retrouver par exemple des scores d'échelle avec des paliers. Et donc là, ce qu'on peut retrouver par exemple sur une étude de 2022 d'Ostuzy, on pourrait parler de rechute s'il y a une augmentation des scores de la CGI supérieure ou égale à 2, ou alors qu'une échelle, des scores à l'échelle de la BPRS. Alors BPRS, c'est Brief Psychiatric Red Scores, donc qui est une évaluation du niveau de symptômes, qui est supérieur à 3% par rapport au précédent test. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un test-retest avec des objectivations de base, ou alors des critères à la PANSS qui soient supérieurs à 25, supérieurs ou égal à 25%. Donc on voit qu'on est sur des critères cliniques qui sont assez arbitraires aussi. Pour d'autres, la rechute, ça serait les situations qui justifient d'utiliser un traitement médicamenteux en plus. Donc, par exemple, d'augmenter la posologie d'antipsychotiques ou de rajouter un médicament antimorégulateur, etc. Pour certaines études, ça, c'est semblable. En tout cas, ça peut être considéré comme la rechute. Pour pas mal d'études, le fait qu'il y ait besoin d'une hospitalisation est un critère de rechute en lui-même, sans prendre en compte ni l'aspect clinique ni l'aspect contextuel. Le fait d'être hospitalisé est décrit dans pas mal d'études comme un critère de rechute. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui travaillent sur la question de la rechute, de l'efficacité, qui justement va explorer la question, est-ce que dans le parcours de la personne après cette intervention, est-ce que ça a entraîné moins de réhospitalisation par rapport à un autre bras contrôle? Autre point, c'est la question du comportement auto ou hétéro-agressif. Est-ce qu'il y a plus ou moins de tentatives de suicide et il y a plus ou moins de comportements hétéro-agressifs? Autre critère, la question de la dégradation clinique. Mais alors pareil, qu'est-ce qu'on appelle dégradation clinique? Est-ce que c'est la pathologie, je dirais, identifiée qui va se remanifester ou c'est une autre problématique? Ça aussi, ça va être quelque chose d'assez flou. Et donc, c'est des critères, en tout cas, si on prend l'ensemble de ces critères-là, c'est ceux qui sont le plus retrouvés, utilisés dans la quasi-totalité des études. Donc, si on devait faire, entre guillemets, une synthèse globale de ce qu'on appelle la rechute au niveau médical, il faudrait repartir de ces éléments.
Si on parle aussi de la rechute, c'est important de parler de comment il est représenté par les personnes travaillant, enfin, en tout cas, travaillant en psychiatrie et aussi pour les personnes concernées par un trouble psychique. Et je le disais en préambule, et l'intervention précédente le montrait aussi, on est sur un sujet quand même pas si simple que ça à aborder, qui n'est pas forcément abordé, dans les réflexions globales de fonctionnement, mais aussi avec les personnes concernées, comme c'était le chose qui existait, mais on n'a pas envie d'en parler parce qu'on ne sait jamais, informe un petit peu de quelque chose de prémonitoire. Vous savez, des fois, dans les services, je ne sais pas si vous avez ça, il ne faut pas parler de telle chose parce que ça risquerait d'arriver. Donc, une forme de tabou de ce type-là. Ce qu'on peut retrouver par rapport au sujet qui peut être un petit peu tabou, il y a la question qu'on retrouve de la culpabilité implicite. Et ça, on le retrouve chez beaucoup de patients, même des professionnels, qui perçoivent leur chute comme un échec, en fait. C'est un échec de parcours, il y a quelque chose qui n'a pas été, c'est un signe de faiblesse et, euh, et une honte qui va faire en sorte que c'est pas toujours simple d'en parler ouvertement. Problématique de stigmatisation, si la rechute, ça peut renforcer la stigmatisation autour de troubles psychiques, comme si finalement la maladie était toujours là, mais qu'elle pouvait reprendre le dessus définitivement. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur aux personnes concernées, ça peut faire peur beaucoup aux familles, et ça peut faire peur aussi aux professionnels. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on disait avant, bah, la question de la rechute, on en parle beaucoup, mais quand on regarde les aspects des formations des professionnels, bah, c'est pas si présent que ça. Donc les équipes elles-mêmes soignantes ont du mal à aborder ce sujet de manière rassurante, de manière pédagogique et dédramatisante avec les personnes concernées, avec souvent la question autour de la rechute, autour d'une exploration plutôt d'un prisme clinique, qui reste pas forcément accessible, avec toujours la question d'une responsabilité derrière. Est-ce que c'est la personne qui est peut-être pas fait ce qu'il fallait, ou est-ce que c'est les équipes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc on voit que ça génère quelque chose qui va interroger et qui n'est pas simple d'aborder. Et puis, bah, une rechute aussi, on en parlait, bah, ça fait mal. Les rechutes, ça entraîne des impacts émotionnels forts. Ça signifie chez beaucoup de personnes concernées de retour de souffrance, de frustration, de désespoir, et qui rend aussi le sujet délicat à aborder, que ce soit pendant l'épisode du fait de l'intensité ou même par la suite, en disant, voilà, raborder quelque chose qui fait mal, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et puis, j'en parlais aussi avant, c'est aussi relativement tabou pour les professionnels de psychiatrie. Plusieurs éléments qu'on peut voir. Bah déjà, la question, et ça on le voit de plus en plus dans le cadre de l'évaluation de nos pratiques, bah, il y a une pression sur les résultats quand on travaille dans les services de psychiatrie. Les équipes, elles sont souvent sous pression, il faut qu'elles montrent des progrès, il faut qu'elles montrent des résultats positifs, il faut qu'elles montrent qu'elles apportent quelque chose. Et la rechute, dans ce cas-là, peut être perçue comme en fait un échec professionnel. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être compris comme ça. Est-ce que la rechute, c'est quelque chose qui est le révélateur de quelque chose peut-être qui n'a pas été fait comme il faut? Sentiment d'impuissance et de frustration. Parce que voir un patient que l'on suit, qu'on accompagne dans le processus de rétablissement rechuter malgré les soins, bah, ça peut générer des émotions difficiles chez les professionnels, ça peut générer le sentiment de frustration, voire d'impuissance qui peut être pas évident à exprimer. Autre point non négligeable, la peur du jugement. Hein, si on est certains soignants, beaucoup de soignants en tout cas, peuvent craindre le jugement de leur père, de leur hiérarchie si les patients rechutent, comme si cela révélait au final un défaut dans l'accompagnement qu'ils aient pu proposer. C'est aussi difficile de communiquer, parfois compliqué de parler franchement de la rechute avec les patients et les familles, sans que cela soit perçu comme un manque d'espoir ou une fatalité. Est-ce que c'est important de parler de rechute alors que le parcours de rétablissement avance? Je trouve que c'est important, on en parle de plus en plus comme le rétablissement comme un chemin non linéaire qui implique de la rechute. Pour autant, comment on dose dedans? Est-ce que parler de la rechute, c'est pas aussi être un frein à l'espoir? C'était une vraie question qu'il peut y avoir des fois en supervision. Et puis on en parlait aussi, bah, la rechute fait pas forcément partie de nos formations initiales. Alors que c'est un phénomène, on le voit, complexe, ne serait-ce que par ses définitions et de l'intrication qu'elle peut avoir
clinique, mais aussi sociétale et environnementale dans l'accompagnement de la personne dans les différentes sphères du rétablissement. De ce fait-là, ça peut aussi donner aux professionnels le sentiment d'être sur une dimension, alors certes familière, mais en même temps pas bien intégrée en termes de complexité, pas forcément être à l'aise sur le fait d'en parler, et ça peut rendre les soignants moins à l'aise également de l'évoquer avec les personnes concernées et leurs proches. Et pourquoi en parler cependant est essentiel? Bah, parler de la rechute, on en parlait, c'est quelque chose qui est présent, qu'on va forcément rencontrer dans nos exercices. Parler de la rechute, c'est pouvoir mieux accompagner les patients et leurs proches avec honnêteté et empathie, sans juger non plus quand ces situations arrivent. C'est de pouvoir ajuster les soins et les personnaliser si nécessaire. En parler, c'est aussi prévenir les rechutes futures, quelles ressources employer, etc. On en parlera par la suite. Ça permet aussi de donner de l'espoir en insistant sur les stratégies et les ressources. Ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est préparer peut-être les rechutes de demain et faire que, certes, qu'elles soient douloureuses, mais qu'elles puissent être le moins, je dirais, qu'elles puissent se passer le mieux possible. Former, c'est important aussi de protéger la santé mentale des professionnels qui puissent aussi être plus à l'aide avec cette dimension, que c'est pas forcément, la rechute n'est pas forcément égale, que le travail n'a pas été bien fait, avec les risques de rumination qui peuvent exister. Et puis pour renforcer une culture d'équipe basée sur la collaboration, l'apprentissage avec la personne concernée, on avance ensemble, je dirais, quand les choses vont bien et aussi quand ça va moins bien, cet engagement bilatéral est extrêmement important. Alors, quelque chose qui me semble important aussi d'utiliser, c'est de pouvoir, on en parlait aussi avant, parler de métaphore, et il y a une métaphore que j'aime bien utiliser dans le cadre de rechute, c'est la métaphore dite du jeu de loi, c'est-à-dire de considérer le parcours de santé mentale et de rétablissement finalement comme un jeu de loi de manière générale, c'est-à-dire qu'on va avancer de case en case dans son rétablissement vers un mieux-être. Le chemin, il est sinueux, il est avec des hauts, il est avec des bas. Il y a des cases bonus, il y a des cases malus. Et sur le parcours, notamment de quelqu'un concerné par un trouble psychique, bah dedans, et c'est inéluctable, il y a des cases rechutes. Alors les cases rechutes, c'est quoi? Bah, c'est pas une case exacerbation, c'est-à-dire des situations où les symptômes vont augmenter, mais on n'est pas en dessous d'un seuil de trouble. C'est-à-dire c'est une situation, une case compliquée, mais ça va être une case recul d'une case, mais pas forcément sur une case rechute. Autre point important aussi, la rechute, c'est pas forcément un état de détresse psychologique. On peut vivre des moments de détresse psychologique qui vont entraîner un état de souffrance, qui n'est pas pour autant une rechute du trouble psychique en lui-même. On ne vit pas dans des cases, et c'est quelque chose de très, enfin, dans des cages, pardon, ou dans des cloches. Euh, on va forcément passer dans notre parcours, qu'on a atteint un trouble psychique ou pas, des moments plus difficiles. Et là, bah, ça correspondait à une case passe son tour sans forcément de conséquences. Quelque chose qui revient beaucoup chez les personnes et quand les rechutes sont là, quelque chose que j'ai vu vraiment beaucoup ces 20 dernières années, c'est, ben, si je rechute, j'ai rechuté, je suis revenu au départ. Et c'est important de le dire. Une rechute, ça ne veut pas dire retour à la case départ, revenir à zéro, etc. Alors, on le voit dans le cadre des troubles psychiques comme la schizophrénie. C'est aussi extrêmement valable dans les troubles addictifs. Un parcours d'addiction, j'ai jamais vu de personnes qui étaient dans un parcours de réduction des risques qui ne soient pas passées par des périodes de rechute plus ou moins importantes. Ça me paraît utopique de penser qu'il faut que ce soit absolument parfait. Donc les cases rechutes, c'est inévitable sur un tableau de jeu trouble psychique. Les cases sont présentes, on y passe à un moment donné la plupart du temps, et on peut même tomber dessus même si le traitement est bien suivi. Ça peut être très difficile à éviter en fonction du plateau de jeu, si le trouble est très présent, s'il y a beaucoup de facteurs de risque, etc. Mais il y a plus de cases, on a plus de risques de tomber dessus. Pour autant, tomber sur sa case rechute, ce n'est pas un signe de manque de volonté, ce n'est pas un signe de manque de vigueur dans son suivi, c'est surtout une question
d'une situation qui arrive et vraiment, il y a pas lieu de culpabiliser si on tombe sur cette case. Personne ne choisit de tomber sur une case rechute. Et surtout, ça ne remet pas en question l'expérience déjà acquise auparavant, qui certes, les rechutes sont douloureuses et pour autant, l'expérience acquise auparavant permet que ces situations passent de manière différente. Alors, que faire en cas de rechute? Bah, déjà, de rappeler que la case rechute, ça ne veut pas dire game over. C'est un moment compliqué, c'est un moment qui nécessite d'être accompagné, c'est un moment aussi à prendre en compte, mais pour autant, c'est très important de continuer de jouer et d'essayer d'avancer sur le plateau. Et dans ce cadre-là, bah, c'est aussi la possibilité d'utiliser peut-être des cartes qu'on a à disposition. Alors, on a la carte Joker Psychiatre. Bah, notre boulot, c'est aussi de pouvoir rencontrer les personnes, de pouvoir réévaluer le traitement, pouvoir remettre en place un certain nombre d'éléments, je dirais, pour améliorer la situation. On va en parler aussi, mais la carte plan de crise, elle est super importante. Si elle est disponible, elle permet aussi d'avoir anticipé un certain nombre de points à considérer et à prendre en compte au moment où la crise arrive. Bah, ça peut être aussi la carte appel à un proche. Quand on dit proche, bah, tout ce qui est pas être ressources qui vont aider aussi à avancer malgré cette rechute. Ça peut être sortir la carte 31-14 en cas d'idée suicidaire, de pouvoir rappeler dans ce cadre-là. Voilà, évidemment, le panel est non exhaustif, va dépendre évidemment des ressources disponibles, de l'environnement dans lequel on évolue, des ressources à disposition ou connues. C'est quelque chose à construire et à personnaliser. Donc en fait, apprendre je dirais, à prendre en compte la rechute, bah, c'est pouvoir à repérer les signes d'alerte de rechute. Ça, c'est les éléments de psychoéducation, de psychothérapie qui vont aider à ça. C'est important aussi de parler des éléments d'hygiène de vie. La qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, le fait d'activité physique sont partie des éléments qui vont aider à limiter le risque de rechute. On en parlait, on va en reparler, c'est très important d'en parler, c'est la question de la rédaction d'un plan de crise conjoint pour pouvoir justement anticiper ces moments-là. C'est de connaître les ressources mobilisables si besoin et gagner en confiance en soi, c'est-à-dire qu'on arrive au moment où je rechute, bah oui, j'ai des ressources sur lesquelles je peux m'appuyer et c'est des bonus qui permettent d'ouvrir des chemins alternatifs peut-être avec moins de cases rechute ou pour annuler ou diminuer les effets de ces cases. Et donc, j'aurais envie de conclure cette présentation sur la rechute qui est quelque chose qui n'est pas évident quand même, sur toujours un message d'espoir, et je pense que c'est important de le dire. Si vous traversez une période de rechute, si vous êtes concerné par un trouble psychique, si vous avez un proche qui est concerné par un trouble psychique et qui rechute, il faut se rappeler bien de cela. La rechute, c'est une case du jeu et pas la fin de la partie. On a des choses à faire ensemble. Ok, Je vous merci, remercie. merci David. Euh, Moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête sur cette question du tabou de la rechute Oui, pour les professionnels. Ça me fait, alors je sais pas, c'est un raccourci, hein, mais je sais pas si c'est un raccourci qui vaut le coup. Ça me fait penser un peu à la question des idées suicidaires à un oui, moment donné, où il y avait l'idée que parler des idées suicidaires, c'était favoriser favoriser le la risque, rechute. Ouais, le favoriser le passage à suicide. l'acte. Ouais, Et ouais. en fait, ça me faisait penser à ça, et je me dis, bah, depuis, il y a les formations des professionnels de santé concernant la prise en soin des idées suicidaires a été développée et il a été démontré que c'était pas quelque chose qu'il fallait éviter de parler. Donc, il fallait éviter de parler, au contraire, il fallait aller questionner. Donc, je sais pas si mon raccourci vaut et montre qu'il y a des choses qui sont possibles de mettre en place. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, bah, j'en parlais un peu. Je pense vraiment qu'il y a un aspect, mais alors c'est quelque chose qui est très, enfin, c'est très intuitif. J'ai pas retrouvé trop d'éléments par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, faut pas dire, une espèce un peu de prophétie autoréalisatrice comme ça. Si on parle de rechute, ça va arriver. Hmm. Et donc, vaut mieux éviter parce que ça va et on va pas provoquer le destin. Il y a des fois ce genre de choses-là qui peuvent se jouer. Surtout qu'il peut y avoir des corrélations. Comme c'est souvent quelque chose qui va arriver dans le parcours, parler de la rechute d'un usager ou d'une personne concernée,
il est probable que ça arrive à un moment donné. Le risque, c'est de mettre un effet de corrélation. Et je dirais que malheureusement, de manque d'anticipation, notamment si on n'a pas travaillé sur le plan de crise conjoint, qui sur le coup permet, je dirais, d'y aller, quoi, d'aller dans la question de d'oser en fait le faire là. Sur les expériences que l'on a, bah, ça génère pas plus de, pas plus de rechutes, ça va surtout permettre de préparer le moment. Alors évidemment qu'on le prépare, on souhaite qu'il n'y ait jamais besoin de l'utiliser, évidemment. Mais quand il est là, Ouais. qu'est-ce qu'on est content qu'il soit là, quoi. Puis dans cette question d'oser, moi, ça me renvoie à ma pratique d'animateur de programme d'éducation thérapeutique, où je trouve que quand on a commencé il y a une dizaine d'années, il y avait, concernant la question de la rechute, le partage d'expérience de, bah, je sens que ça va moins bien, bah, je sais que j'ai un rendez-vous avec le psychiatre d'ici 2, 3 semaines, et puis, bah, j'attends, parce que la consultation, parce que le psychiatre, il est booké, il pourra pas répondre. Alors, c'est psychiatre ou CMP, mais les Mhm. professionnels pourront pas répondre, et finalement, le fait de pas oser contacter, de prendre contact, de voir ce qui est possible, d'avancer ou pas le rendez-vous, de trouver d'autres solutions, et ben ça engendrait chez certains l'intensité de ce moment de rechute, et du coup pouvant entraîner une hospitalisation derrière ou pas. Et il y a eu tout ce travail de déjà c'est d'oser alerter, d'oser signifier que ça va un peu moins bien. Donc je trouve qu'il y a toute cette question dans la rechute aussi de pouvoir oser signifier les choses et de reprendre un peu de l'action et de ne pas hésiter à contacter les professionnels ou les proches. Oui, et puis c'est l'aspect aussi, vivre des émotions désagréables, ça ne veut pas dire non plus rechute, il y a aussi cet aspect-là, des fois aussi, vivre les choses de manière négative et presque des fois, on se dit mince, c'est le signe de quelque chose que peut-être, etc. Des fois, il y a besoin un petit peu de reprendre tout ça, hein, c'est pas si simple que ça hein, quand même. Si on regarde même les définitions, on voit bien que on est sur des, comme je disais, on est sur des lignes de crête hein, quand même. Hein. Les définitions, elles sont pas si précises que ça. Oui, d'ailleurs, il y a Dalanda qui est médiatrice de santé père qui parle qu'il serait préférable pour elle de parler d'un retour de crise plutôt que de rechute. Mm. Voilà. Euh, Durant ton intervention, il y a une question. Est-ce qu'il s'agit de déstigmatiser la rechute auprès de Ouais. l'ensemble des acteurs? Et si oui, comment? Alors, je pense qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que déjà, l'archi, c'est compliqué, mais si en plus c'est un peu tabou et un peu mis de côté, c'est une couche de souffrance en plus, quoi. Non seulement je rechute, mais en plus, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et ça va être mal vu, et je vais pas y arriver, etc. Et donc, déstigmatiser, je sais pas, ça reste quand même. Enfin, je veux dire, faut pas romantiser. Une rechute, c'est vraiment quelque chose de super compliqué. Mais pour autant, elle est là, c'est aussi accepter qu'elle soit là, travailler avec, ça ne remet pas en question le parcours de rétablissement. Je pense que ceux qui travaillent en réhab, c'est pas un parcours linéaire, quoi. Il y a des moments, c'est compliqué, ça va moins bien, ça peut passer par ces aspects-là. C'est même plus la règle que l'exception, en fait. Y a-t-il lieu de le cacher parce que c'est pas joli? Je pense qu'on se tire des balles dans le pied. Oui, puis moi, ça me fait penser aussi, est-ce que on a la même perception de la question de la rechute, d'une Hum. maladie, un trouble psychiatrique chronique que d'un cancer, par exemple, ou une maladie somatique? Est-ce que le ressenti il est le même? Est-ce qu'il n'y a pas la Je, question de l'échec, de la culpabilité? Enfin, Ça, c'est une bonne question, je sais pas. Je pense que c'est vraiment les personnes concernées qui peuvent en parler le mieux, à mon avis. Hein. on va garder la question pour Freya alors tout à l'heure, savoir si elle a son point de vue. Euh, alors, il y a une question. Parfois, certains usagers vont être amenés à éviter, voire arrêter le suivi suite à une rechute par honte ou culpabilité ou autre. Comment l'éviter? Je pense que c'est aussi c'est important d'en parler avant. Ouais, on voit aussi des personnes qui viennent plus parce qu'ils ont tellement honte de ce qui se passe qu'ils disparaissent des radars. Ça aussi, c'est pas rare non plus. Euh, c'est pour voir aussi un peu, je dis dédramatiser cette situation. Autre situation que j'ai vue aussi, je viens pas voir parce que je sais que je vais être hospitalisé et je veux pas. Rechute, alors, ça fait partie des définitions, mais ça ne veut pas dire obligatoirement
hospitalisation aussi, hein, c'est important de le rappeler. Oui, puis maintenant, il y a aussi alors ça dépend des régions, comme vous pouvez dire aussi, des territoires, comme peut dire Delphine, mais il peut y avoir maintenant aussi des services d'alternatives à l'hospitalisation complète Mm. avec des services d'hospitalisation à domicile. Parfois, ça peut permettre aussi Ouais, c'est ça. d'accompagner durant ce moment-là. Euh, Ça, c'est aussi des possibilités qui peuvent être évoquées. Euh, alors, il y a quelqu'un qui demande si tu as connaissance de jeux ou si l'un d'entre nous a connaissance de jeux sur le rétablissement qui aborderait la rechute, comme le jeu de loi, pardon. Sinon, ce serait Non, intéressant d'en créer un. ah non, ça c'est à ma connaissance. Ça m'est venu comme image. Alors pour être tout à fait honnête, ça m'est venu comme image en préparant l'intervention d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est un petit peu ça quand même. Mais bon, après, j'aime bien jouer avec les concepts aussi pour un peu les modéliser. Donc, Donc, on pose la question, est-ce qu'il y a d'autres types de directives anticipées que le GPS qu'on pourrait conseiller? bah, il y a le GPS de Psycom, il y a les directives les directives anticipées DAIPS, DAIP, je crois. Ouais, les DAIP. Il y en a probablement d'autres outils, mais en tout cas, c'est ceux que je vois le plus utilisés, hein. Ouais, c'est vrai que nous, sur la région Pays de la Loire, au niveau de la réhab, on préconise, après des retours de professionnels et d'usagers, le plan de crise conjoint proposé par l'équipe de Lausanne. Mm, Voilà. Euh, Parce qu'il y a l'idée de pouvoir aussi un accompagnement avec un professionnel pour pouvoir prendre du recul, pour voir différentes choses et de pouvoir inclure aussi les proches dans la co-rédaction du plan de crise. mm. Donc je présente, s'il reste Ouais, du temps, je prendrai un temps pour présenter le plan de crise conjoint ensuite. Alors il y a ouais. quelqu'un alors je pense qu'il y a quelqu'un qui parle de recto verso. Je pense concernant le jeu, mais je sais Je que connais pas. alors le recto verso, c'est une père aidante qui travaille dans la région. Voilà, D'accord. qui travaille dans un centre de réhab qui s'appelle Linda Berda, qui a créé un jeu recto verso sur de la psychoéducation, si je ne me trompe pas, concernant les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, sous forme de jeu. Et il y a également Dictus, qui sont des supports. Ouais. Mm. Elle est très portée aussi sur le jeu et elle a créé deux types de jeux, Dictus, voilà, qui permettent D'accord. d'aborder ces sujets-là. Ah, bah, super intéressant. Donc, recto verso ou Dictus. Euh, D'autres exemples de cartes pour pallier à la rechute, bah, fou, il y en a. Ben, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il y en a tellement aussi. Ça se travaille effectivement en prenant en compte les aspects environnementaux, les aspects des différents états de rétablissement. Je pense vraiment considérer que c'est pas qu'une question, voir le psychiatre, faire les réglages de traitement qui vont aussi. C'est la prise en compte globale, ça c'est extrêmement important. Alors de ce fait-là, bah, c'est à voir avec la famille, c'est à voir avec les proches, c'est à voir aussi avec, évidemment la paire aidance lorsqu'elle est présente. Ouais. Après, je prends l'exemple, le patient qu'on a vu en éducation thérapeutique, il y en a une, sa meilleure carte anti-rechute, c'est son chat, quoi. Et, ouais, tout à fait. et d'ailleurs, j'en profite, Oui, si elle écoute, je ne sais pas si elle est là, son petit chat s'appelle Harry, et depuis que Harry est dans sa vie, euh, bah, les choses ont changé, beaucoup changé pour elle. oui, moi, ça me fait quoi, quelqu'un qui avait un chien et qui, pareil, ça permettait de sortir, de se mobiliser, de s'occuper du chien, ça lui permettait de prendre un peu de recul et c'était assez aidant aussi pour la personne. Donc l'important, Euh, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite, il y a des éléments globaux, des ressources, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est aussi à pouvoir adapter, je dirais, en fonction des situations de chacun. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment travailler actuellement pour s'extraire du tabou existant chez les professionnels concernant la rechute, en lien avec la pression et l'efficacité à travers Alors l'évaluation des pratiques. ça, c'est Comment très on peut se difficile. détacher de ça dans le contexte actuel? Ça, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'effectivement, il y a un attendu de performance et ça va plutôt dans le sens là. Je dirais que c'est de pouvoir faire en sorte d'évaluer, non pas forcément sur l'efficacité des pratiques, ou en tout cas de ne pas considérer forcément la question de la rechute comme un seul indicateur, en fait. Moi, je serais plus inquiet plus problématique
bah, qu'on n'ait pas d'indicateur de suivi parce que la personne, on la voit plus, parce que par honte, on la voit plus dans le dispositif, plutôt quelqu'un qui a été hospitalisé, peut-être, mais pour autant, qui continue d'être suivi par nos services, qui, malgré des parcours, des moments de rechute, permet aussi d'avancer dans le parcours de rétablissement. Donc, c'est de faire attention sur les indicateurs globaux, je dirais. Oui, et puis je pense qu'il y a également le côté prévention et promotion de la santé globale Exactement. et de la santé mentale qui, voilà, à être un peu plus axé sur cette question-là, d'identification de tout ce qui est ressources, Mm. et quand même importante. Alors, ça résout pas tout, mais en tout cas, de savoir qu'il y a des possibilités, qu'il y a des moyens que chacun a des ressources, soit internes, soit externes, et de pouvoir s'appuyer dessus à travers notamment les mesures d'anticipation en psychiatrie, dont GPS, dont plan de crise conjoint. Ok, donc il y a quelqu'un qui demandait de quoi, quand tout à l'heure Delphine a parlé du modèle Scheim, de quoi il s'agit? Ah, bah, peut-être laisser la parole à Delphine alors. Delphine? C'est un modèle de rétablissement qui s'appuie sous quelques piliers, l'autodétermination, l'identité, les liens, l'espoir, le sens. Je vous disais que le Crepsi avait travaillé à une modélisation en français et ça donnait elle. Et c'est vrai que c'est bien en tant que personne concernée de toujours l'avoir en tête parce que quand on a des signes comme ça avant-coureurs de résurgence de symptômes ou de périodes où bah, la vie quotidienne fait que bah, on sent que les choses vont se dégrader. Chez moi, c'est le manque de sommeil, par exemple, où justement je peux passer des nuits sans dormir. Donc vraiment avoir ce petit modèle-là en tête et se demander en fait chaque jour si on a toujours du sens à tout ça. C'est savoir si moi le matin quand je me lève et que je pars au travail, est-ce que j'ai toujours de l'espoir dans ce que je vais faire. C'est est-ce que finalement, ce que je mets en place dans mon traitement et dans mon alliance avec le psychiatre, est-ce que je fais preuve d'autodétermination? Donc, c'est plein de petits items qu'il est important de se rappeler et qui est important quand on commence à se renseigner sur le rétablissement, rien qu'à comprendre, parce que même le terme autodétermination, les premières fois où je l'ai entendu, eh bien, ça n'avait pas de sens pour moi. Pareil pour l'identité. J'étais une personne bipolaire, j'étais une malade mais il a fallu que je gagne en apprentissage pour pouvoir me l'approprier. Donc c'est un petit modèle qui est simple, qui peut être glissé dans une poche, qu'on soit personne concernée ou soignant ou professionnel de l'accompagnement, de toujours l'avoir en tête, notamment pour se rétablir et notamment pour aider les personnes qu'on accompagne à se rétablir. Et tout à l'heure, docteur Masson, vous en témoignez, mais c'est aussi à nous d'aider aussi nos soignants à se rétablir dans ce modèle-là. Donc voilà, c'est un modèle aujourd'hui qui est universel à tous ceux qui enfin, qui travaillent sur ce rétablissement. Oui, puis pour compléter, en fait, c'est l'équipe de Mike Slade au Royaume-Uni qui s'est interrogée sur la question du rétablissement et qui a interrogé des personnes ayant vécu le processus de rétablissement et à partir des différents interviews, a pu conceptualiser le modèle Scheim et qu'est-ce que les personnes identifiaient comme moteur à leur rétablissement. Donc, comme disait Delphine, les différents acronymes, donc pour la connexion à soi, aux autres, la question de l'espoir, la question de l'identité, comment quitter l'identité de malade, à reconstruire son identité personnelle, le sens qu'on peut donner aussi à ses projets, le sens à sa vie, et puis la question du pouvoir d'agir, l'empowerment. Bon, peut-être pour compléter aussi, je trouve que beaucoup de témoignages de rétablissement, en tout cas, alors peut-être pas ces dernières années, mais au départ, c'était beaucoup, je trouve beaucoup de success stories où les choses se passaient super bien, où les gens réalisaient leur parcours, etc. Et c'est un côté un petit peu décalage sur cet aspect un peu sombre de la rechute. Et pour autant, je pense que le cancéliser, c'est pas une bonne idée, en fait. Ça renvoie à quoi aussi comme message? Je dirais, bah, j'ai rechuté, dire que j'ai pas un parcours qui est valorisable ou qui est valorisé, ou ça veut dire que j'ai fait quelque chose de travers. Ça invite à ces réflexions-là aussi. Les rechutes, ça fait partie du parcours.
Et après, c'est notre travail ensemble de voir comment on peut atténuer l'intensité de ces rechutes et Exactement. comment on peut. Parce qu'il y avait la question, dans ce que tu disais sur la question de la rechute, le sentiment d'échec de parcours, de signe de faiblesse. Et du coup, moi, je me disais, mais comment on travaille cela avec les personnes? Hmm. Comment on arrive à retravailler ça? C'est pas une histoire, c'est pas un signe de faiblesse. Parce qu'il y Bah, a, déjà, il y a tout un tas de raisons qui font que ça peut se oui. produire. Ils sont pas dépendantes de soi. Hmm. Et c'est pas qu'une question de réglage de traitement ou d'autres choses, hein. C'est aussi déjà le réceptionner, l'écouter, trouver du sens aussi à ce sentiment-là, hein. Donc, c'est pas juste un petit peu augmenter la clozapine ou la latéralite ou je ne sais quoi, hein. C'est un petit peu plus que ça. Je peux me permettre Oui, un commentaire. bien Vous sûr. parliez là de comment est-ce qu'on se sort la culpabilité, j'ai pas réussi, je suis nul, tout ça. Enfin, tout à l'heure, j'évoquais le fait que c'était quand même centré très sur la personne, je trouvais, les modèles présentés. Oui. Peut-être qu'une première façon de le faire serait d'arrêter de présenter les choses comme venant de la personne. Hmm. J'essayais de suggérer qu'il pouvait y avoir des déterminants. Enfin, je voulais rebondir aussi sur l'idée du jeu de loi, qui, si je me souviens bien, est un jeu de hasard. Et Oui. je trouve qu'il n'y a pas vraiment de hasard, en fait. Alors, les cases, tout ça, c'est chouette, hein, mais je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de hasard dans le, il y a des déterminants aussi qui sont au-delà de la personne, de ses comportements, des déterminants Complètement. d'organisation du soin, de la disponibilité, comme je le rappelais, des soignants aussi, de la formation des proches qui peuvent être aussi là à aider, soutenir, aiguiller la personne. Et j'entends peu parler de ça, je suis un peu surpris. Oui, parce que ça va aussi dépendre de différents paramètres. Si on prend le jeu de loi, par exemple, le nombre nombre de cas, ça dépend aussi du contexte dans lequel on est. Est-ce que les soignants sont disponibles? Est-ce que les conditions de vie sont décentes? Est-ce que je suis dans un environnement sécurisé? Est-ce que je trouve aussi un sentiment d'utilité sociale quel qu'il soit? Enfin, ça peut pas déconnecter de ces éléments-là aussi, hein. Je me permets, là, dans le chat, d'Ananda nous partage aussi que finalement, à chaque fois qu'elle a rechuté, hein, elle s'est sentie beaucoup plus forte et armée. Ainsi, les crises devenaient de moins en moins impactantes. Effectivement, c'est ce qu'on a pu remarquer dans nos j'allais dire interrogatoire, mais pas du tout, nos interviews. Sauf que le moment où la personne a ce sentiment-là, les quelques premières minutes, en fait, les premières sensations sont vraiment de se dire, ah mince, ça nous a rattrapé. Ah Mm. mince, effectivement, la durée de la rechute est beaucoup moins impactante, ou peut ne pas l'être. Mais on a aussi interrogé des personnes qui, à chaque fois, ont fait l'expérience de la réhospitalisation et Mm. pourtant avec une capitalisation forte. Donc à chaque fois, je me dis, ça, c'est encore à chaque fois très personnel ce genre Tout à de, fait. de- de- d'expérience. Ok, merci Delphine, et puis merci David. On va passer la parole à Freya, et puis n'hésitez pas à poser des questions après et interpeller différents intervenants. Merci. Bonjour. Comme on a dit avant, je m'appelle Freya Dury-McIntosh. Je suis médiatrice de santé PAIR, aussi connue sous le nom de PAIR aidante, PAIR, à l'équipe mobile de réhabilitation psychosociale à l'hôpital de Cholet. Donc, mon métier consiste à utiliser mon expérience de vie avec un trouble psychique, mais surtout de mon parcours de rétablissement pour aider d'autres personnes avec le leur. Donc, ainsi qu'accompagner des personnes qui font des rechutes. Moi, j'ai des expériences de rechute dans mon propre parcours de rétablissement. Je commencerai par vous présenter une image. Comme mes collègues, j'aime beaucoup les images. Euh, pour moi, le rétablissement, c'est comme une piste de course. Chaque matin, il faut se lever et se mettre à courir ou à marcher. On peut avoir de l'aide, de bonnes baskets qui représentent pour moi les médicaments, un coach sportif qui peut être le médecin, les soignants, des supporters qui sont l'entourage, une bouteille d'eau qui est l'hygiène de vie. Mais si on ne se met pas à courir, personne ne va le faire pour nous. Il faut qu'on prenne notre carte de club de course et se mettre en mouvement. On peut également avoir le soutien de quelqu'un qui court à côté de nous un bout de temps pour nous encourager et nous montrer que c'est possible. Pour moi, cette personne représente un père aidant.
Moi, j'ai eu le soutien d'une père aidante et maintenant je suis père aidante à mon tour. Pour poursuivre mon image, parfois le chemin est plus difficile. Il peut y avoir la pluie et la boue qui représentent des événements de vie comme un décès. Le changement de saison et des haies qui représentent des obstacles peuvent nous freiner et on peut trébucher et faire une rechute. Mais avec le temps et l'expérience, nous apprenons à faire plus attention et à garder une réserve d'énergie pour les haies, à repérer le métier et s'adapter, ce qui fait en sorte que même si on tombe, on se fait moins mal et on se relève plus vite. Ça peut être décourageant de tomber et parfois on peut rester assis un moment, mais ça n'annule pas tout le travail qui a déjà été fait. Le rétablissement n'est pas linéaire, comme mes collègues ont pu dire, mais ça s'entraîne comme la forme physique de quelqu'un qui court régulièrement. Personnellement, j'ai eu 2 hospitalisations dans mon parcours, les deux en 2019, assez reprochées, autour d'un déménagement. Et dans le premier, j'ai eu mon diagnostic. Et depuis ce moment-là, j'ai eu des rechutes moins importantes, pas d'hospitalisation, mais j'ai eu quelques arrêts de travail de courte durée pour des rechutes. Je pense que le manque d'hospitalisation est dû à des médicaments adaptés et une meilleure hygiène de vie. Donc, je privilège beaucoup plus le sommeil depuis mon diagnostic, par exemple. Le fait aussi de faire un atelier d'éducation thérapeutique du patient, ETP, que j'ai fait suivant mon hospitalisation sur les troubles bipolaires, m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris à faire attention à mon hygiène de vie, à surveiller mon humeur et à remarquer les signes d'alerte rapidement. Je complète un journal d'humeur chaque soir avec l'application Dailyo, Daylyo, et que je remplis depuis plus que 2250 jours d'affilée, qui me permet de constater quand ça ne va pas depuis plusieurs jours et à relativiser sur le long terme aussi. Parce que quand je vais mal, j'ai l'impression que toute ma vie a été mauvaise, alors que si je regarde, ben non, la semaine dernière, j'avais mis que j'avais passé des bonnes journées. Voilà, ça permet à relativiser. La rechute la plus compliquée ces dernières années était la période postpartum. Donc, j'ai un bébé qui a 8 mois aujourd'hui. Et c'était surtout à 4 mois, quand j'étais en congé parental. Moi qui avais rêvé depuis des années d'avoir un enfant, j'ai trouvé le postpartum compliqué. Les pleurs de mon bébé ainsi que le manque de sommeil m'ont beaucoup fragilisé. Et à certains moments, la dépression a pris le dessus et j'ai eu des pensées noires, des phobies d'impulsion et j'ai beaucoup pleuré. Mon journal d'humeur en est témoin, ainsi que ma poésie. J'ai écrit beaucoup de poèmes pendant cette période, ce qui est rarement bon signe pour moi, mais c'était cathartique. J'ai nommé mon trouble dans un des poèmes La bête qui surgit de l'intérieur. Et dans mon travail de père aidant, j'évoque souvent le fait que Winston Churchill a comparé ses dépressions à un chien noir. Il y a même un livre anglais de Matthew Johnston qui s'appelle I Had a Black Dog, j'avais un chien noir, qui illustre bien le fait que notre dépression ou chien noir prend parfois le dessus. On voit des images d'un chien noir qui écrase la personne, qui tire sur son t-shirt, l'empêchant de marcher, qui reste sur sa poitrine au lit et l'empêche de dormir. Ces images sont très évocatrices pour moi de ma propre expérience. Pour moi, en tant que père aidante, la rechute est compliquée parce que je suis déçue de moi-même quand je rechute, mais bizarrement, ça me rassure aussi, car mon travail dépend de mon trouble et quand je rechute, je vois que ça reste actuel. C'est à double tranchant. J'ai beau dire aux personnes que j'accompagne que la rechute fait partie du rétablissement, c'est plus dur à vivre pour soi-même. Maintenant, j'accepte que je peux rechuter, donc je prends des précautions. Il y a plusieurs années, mon psychiatre de l'époque m'avait dit qu'il faudrait que j'arrête tous mes traitements si je voulais tomber enceinte. Heureusement que j'ai cherché un deuxième avis et j'ai parlé avec un psychiatre spécialisé dans la périnatalité qui m'a dit au contraire que je pourrais continuer de les prendre, ce qui m'a aidé à rester stable pendant ma grossesse. J'ai juste dû faire le deuil de l'allaitement car ce n'était pas possible avec mes traitements. Mais finalement, le fait de ne pas allaiter m'a permis d'alterner les biberons de nuit avec mon mari,
Donc, j'ai pu avoir des plages de sommeil uninterrompues, ce qui m'a sûrement aidé à ne pas rechuter d'une façon plus dramatique, car je suis très fragile quand je ne dors pas assez. Pour moi, le traitement est très important. Ça n'empêche pas forcément les rechutes, mais il fait en sorte de les rendre moins importantes. Par exemple, pendant la période de postpartum, j'ai pu quand même m'occuper de mon fils, ce qui n'aurait peut-être pas été possible si j'avais pas eu mon traitement, parce que j'aurais sombré dans une dépression plus sévère, peut-être. Mon suivi psychologique et psychiatrique est également très important, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. Pourtant, avec tout ça, on peut être déstabilisé par un événement de vie, que ce soit positif, comme un mariage, une naissance ou un déménagement, ou négatif, comme un décès ou une séparation. Je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même et se connaître et chercher de l'aide dès qu'on va moins bien pour prévenir une grosse crise. Le rétablissement est une question d'équilibre et cet équilibre peut être fragile. Pour prendre une autre image, vous avez sûrement compris que j'aime bien les métaphores. Le rétablissement est comme une tour de pierre en équilibre. Parfois, le vent souffle et la tour peut tomber, mais comme on a déjà appris à le construire, il est plus facile de le reconstruire. Cet équilibre concerne beaucoup d'éléments différents pour moi. L'hygiène de vie, ma vie familiale, ma vie sociale, le travail. À force de vivre cet équilibre et parfois ce manque d'équilibre, j'ai appris à en prendre soin. Par exemple, je ne travaille que à 80% car je suis très fatigable. Je m'épanouis de mon travail, mais je sais que j'ai des limites à respecter aussi. Je prends une autre image, ou plutôt une théorie. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des petites cuillères de Christine Mezzarandino, je vais arriver, qui vit avec le lupus. Dans cette théorie, elle explique qu'une personne ayant un handicap a une réserve d'énergie moins importante que les autres. Elle symbolise cette énergie par des cuillères qu'il faut dépenser dans la journée. Un peu comme dans un jeu vidéo où le héros a un nombre de vies limité à utiliser avant la fin de la partie. En tant que personne avec un trouble psychique, j'ai beaucoup moins de cuillères d'énergie qu'une personne lambda. Donc, je dois faire plus attention à quelles activités je fais pour ne pas m'épuiser et me fragiliser encore plus. Parfois, j'annule des activités pour ne pas me surcharger, mais j'essaie d'annuler quand je suis fatiguée et je me sens débordée et pas quand je me sens down, car dans ce dernier cas, je me sens mieux d'y être allée. Et moi qui suis très sociable, j'ai besoin de voir du monde pour me ressourcer. Ça booste mon humeur. Parfois, ou appelons un chat, souvent, je suis fatiguée. Et pour reprendre mon image de début, j'ai pas envie de courir. Mais je sais avec l'expérience que rester au lit à ne rien faire ne fait qu'empirer le problème. Je m'interdis de rester au lit quand je ne vais pas bien. Parfois, je passe beaucoup de temps sur le canapé, mais je trouve que c'est toujours mieux pour moi que de rester au lit. Maintenant, j'ai la responsabilité de mon fils, donc je fais mon maximum pour tenir bon pour lui et pour mon mari. À la fois, la maternité m'a fragilisée et renforcée. C'est à la fois la chose la plus dure que j'ai vécue, mais aussi la chose la plus belle. Pour moi, le rétablissement n'est pas le fait de faire disparaître mon chien noir, car sinon j'utiliserais le mot guérison. Ce qui pour moi veut dire revenir à mon moi avant la maladie. Pour moi, c'est plutôt le rétablissement. C'est plutôt promener le chien, moi, plutôt que de me faire promener par lui. Parfois, il commence à tirer sur sa laisse, donc je cherche de l'aide. Et parfois, ça devient plus difficile de le contrôler. Quand il y a de la boue sur la piste ou une haie à sauter, mais mon coach sportif me soutient, mes supporters aussi, et je m'accroche sur le terrain avec mes baskets pour garder mon équilibre. Merci Freya. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce partage, pour ce témoignage. Euh, Ça me laisse un peu sans voix, hein. Je pense le reconnaître. Non, bah, je te remercie pour ta sincérité, ton authenticité. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est tout ce que tu as pu mettre en avant aussi en termes de ressources, de possibles.
Delphine, j'aurais besoin de ton soutien, hein. Tu m'avais prévenu, Delphine, mais L'émotion, tout comme toi, et Antoine, mais c'est pas parce on est père qu'on est moins habitué à recevoir. Merci beaucoup pour ton partage, Freya, qui résonne beaucoup, et notamment, je pense à tous ces pères qui font l'expérience de la maternité et de la parentalité, et qui est soulignée avec beaucoup de tendresse et de bienveillance dans ton parcours. Donc, pour ceux qui seront dans cette attente aujourd'hui, merci pour ce partage. Et ça, il y a eu une réaction aussi sur le livre que tu as partagé, hein, Black Dog, et je remercie Goënel, Nicolas de l'avoir repartagé dans le chat. Ça a parlé à beaucoup, je pense, cette histoire de chien noir qui vient comme ça. Moi, ça fait écho aussi à mon parcours, donc merci de nous l'avoir partagé. Donc, Avec plaisir. J'ai pas bien expliqué. C'est un livre avec beaucoup d'images, il y a peu de texte. Donc, même si on a du mal avec l'anglais, parce que malheureusement, ça n'existe pas en français, en version française, c'est très accessible. Je dirais, c'est un livre imagé avec un peu de texte pour expliquer les images, mais pour moi, c'est très parlant. alors je me demande s'il n'existe pas en animé, parce que Ah, moi je le peut-être. vois, moi ça me parle. Pour un chien noir en animé qui parle de la dépression, c'est quelque chose, Ah, c'est un support qu'on a pu présenter sur un programme d'éducation thérapeutique. il y a peut-être une vidéo qui a été faite du livre. Oui, ça Hmm. me dit quelque chose. Et c'est très explicite aussi, effectivement. Mm. Non, mais je suis encore sous le coup de l'émotion sur. Je sais pas comment rebondir là-dessus sur ton témoignage. En tout cas, merci Freya. Euh, je regarde il y a beaucoup de remerciements de la part des personnes qui t'ont écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Si, ça a résonné la question de la théorie des petites cuillères. Mhm. C'est quelque chose qu'on aborde aussi, qui nous a été apporté par une usagère sur comment arriver à gérer au mieux ses activités, la vie quotidienne, sa journée, lors de moments où la fatigabilité était très importante, le manque d'énergie, et le fait donc à matérialiser ça, pas par des petites cuillères, mais par des petits grains qui a passé d'une poche à l'autre, parce qu'elle avait Oui. besoin de matérialiser. Et de se Mhm. dire, bah, comme ça permettait aussi de prioriser les actions et de se dire, bah là, c'est bon. Et ça lui permettait de se dire aussi, bah, j'ai réussi à faire des choses Oui. en fonction de l'état dans lequel je suis et de prendre conscience de cela. Mhm. Donc, je te remercie d'en reparler. Ça peut être Euh, aussi, pardon, de se dire que donc une personne lambda n'a pas une nombre de cuillères infini, mais peut, par exemple, avoir, je sais pas, 20 cuillères, mais peut piocher dans les cuillères de demain sans que ça ait trop d'impact. Donc, on peut se pousser à ses limites, alors que si on s'imagine à avoir, par exemple, 12 cuillères de la journée, ça peut être aidant de se dire, bah, si j'ai 12 cuillères, aller au travail, combien ça me coûte? Par exemple, 6 ou 8, c'est assez important. Prendre une douche, ça peut me coûter un, faire à manger deux. Et du coup, oui, comme tu as dit, prioriser ou se rendre compte de l'effort et la fatigabilité différents pour les choses différentes, ça peut être assez intéressant. je pense que c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants. Comment garder l'espoir quand on est dans la rechute? Facile. Mais je pense, pour moi en tout cas, ça m'aide si je regarde un peu en arrière et je me dis, bah, j'ai déjà remonté la pente en fait. Ça aide aussi que j'ai un métier, ça aide et c'est compliqué aussi que j'ai un métier qui parle de ça. Et du coup, je sais que j'ai déjà pu remonter la pente, que j'accompagne plein de gens qui le font, mais que oui, ça peut être compliqué je fais comme je dis
Attends, fais comme je dis, mais faire comme je fais. Bref, c'est compliqué pour moi des fois d'accepter ce que je dis pour d'autres personnes que le rétablissement, la rechute, ça fait partie du rétablissement. Quand on le vit pour soi-même, c'est plus compliqué, mais j'ai quand même, oui, une lueur d'espoir parce que tout ce que j'ai cheminé, comme on avait dit tout à l'heure, je ne me retrouve pas sur la case départ. En fait, je sais que je vais émerger avec plus de connaissances sur moi-même et, euh, et que c'est pas, c'est tombé, mais c'est pas, ouais, voilà, c'est, si on est, une autre image, on est sur un escalier, on peut trébucher, on tombe en deux marches, mais on ne tombe pas jusqu'au début. Donc, on peut se dire, j'ai déjà fait tout ce chemin. Je peux me relever, je peux continuer. Mais je sais que dans le moment, le jour J, c'est compliqué. Et je pense qu'il n'y a rien que je puisse dire qui va changer le fait que quand on est là-dedans, ben, on galère. Euh, mais on peut se dire quand même qu'il y a d'autres gens qui sont remontés. Nous, on peut le faire aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'outil que j'utilise, Dailyo, ça m'aide aussi parce que je peux voir sur l'année, j'ai une vue avec des pixels, des couleurs. Ah ben oui, en automne, si je regarde sur plusieurs années, ben oui, j'ai des baisses d'humeur. Mon couleur, c'est violet, donc c'est pas top la forme. Donc, je sais que il faut que je me prépare pour que cette année, je mette ma lampe de lumiothérapie, je sors le midi, que je fais des trucs qui m'aident. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Pour ma part, je passe toujours par un moment de colère, en fait. Je suis très en colère après le système, après moi-même. Je pense que chaque émotion, faut, alors j'allais dire l'accueillir, ça reste encore, on est tellement fâché après soi, après tout le monde. Ça m'arrive assez régulièrement de rentrer dans le bureau de ma psychiatre et de lui dire que ça sert à rien, que son métier c'est ridicule, que ça marche pas, que le rétablissement c'est pour les autres. Et je crois que ça fait partie du rétablissement de pouvoir se dire ça aussi, c'est de se remettre en question. Alors sur le coup, on n'y croit pas du tout. À chaque fois, ma psychiatre, elle me dit qu'on va apprendre, que je vais m'en sortir. À chaque fois, je lui dis, mais qu'elle raconte n'importe quoi. Et je pense que c'est pas à négliger cette période aussi où on est franchement fâché après tout ce qui nous entoure dans les soins, dans toute la bonne volonté, la bienveillance qu'on a autour de soi en disant, mais rappelle-toi, tu t'en sors à chaque fois. Et à chaque fois, moi, je suis vraiment fâchée après tout ça. Et finalement, le fait d'être aussi dans un milieu, tu le partageais tout à l'heure, Freya, un environnement pour moi aussi, hein, le travail est aussi un élément important, alors qu'il soit salarié ou pas, hein, parce que j'ai plein de pairs qui travaillent de façon bénévole, mais le fait d'être actif et d'être utile à quelque chose, pour moi, m'aide et ça me permet de rester en apprentissage tout le temps sur le rétablissement. Et ça, d'être apprenti, d'être étudiante, toujours, ça me garde en vie finalement. Donc, bon, après, on peut prendre la rechute de façon très poétique comme de façon très fâchée. On la traverse tous à un moment donné de façon plus ou moins brutale. Chaque expérience est bonne à prendre et quand il y a un élément qui me perturbe et que je vais vers mes pairs, au moins je pense à toi aujourd'hui, Freya, en t'entendant. Ça me fait du bien hein, sur des épisodes que je traverse. Donc, je pense que c'est important aussi quand on est père aidant de s'appuyer aussi sur nos Mm. pères. Mm. Oui, tout à fait. Je pense que des personnes concernées, des usagers, peuvent se pencher sur les paridons, mais les paridons ont aussi besoin d'avoir des gens sur qui se pencher. Donc, qu'on fasse du soutien entre nous, entre les paridons, c'est important aussi. Mais oui, je pense que parler avec quelqu'un qui est passé par là, c'est très aidant. Mais je te rejoins sur le fait que sur le coup, on peut savoir tout ce qu'on veut sur la théorie du rétablissement, sur les rechutes. Il y a quand même de l'émotion forte et on peut se sentir, oui, en colère. Moi, je me sens souvent déçue de moi-même, triste.
que oui, pourquoi je refais ça, je déçois moi-même. Mais je sais que quand je m'en sors, ben, je peux m'en sortir plus fort. Mais voilà, il faut trouver le côté positif. Quelqu'un avait demandé tout à l'heure aussi, j'ai vu sur mon jardin mental, le ressource. J'en ai entendu parler, je ne me suis pas servi. Il faudrait que je regarde ça de plus près, mais apparemment, beaucoup de gens utilisent cet outil et le trouvent très utile. Donc, il faudrait que j'explore ça. Peut-être pour Alors, il y a- rebondir, Ouais, vas-y, euh, David. bah, si la rechute est là, je crois que notre rôle, bah, on est là pour accueillir, accueillir la rechute et accueillir aussi bah, ce que ça entraîne émotionnellement. La colère, de la tristesse, de la frustration, la culpabilité. Je crois qu'il faut surtout pas la mettre sous cloche. Et puis le deuxième aspect, je dirais, il faut assurer. Alors sur le coup, je pense que la chose à assurer, c'est d'être là en fait. Euh, ok, on est là à côté, c'est pas simple, mais Mm, notre travail, c'est d'être aussi présent à ces moments-là. mm, Ouais, c'est un peu ce que j'entendais dans ce que disait Delphine avec sa psychiatre, où elle arrivait en colère et elle a le sentiment, ok, ouais, là, Bah, ouais, je ressens votre colère et je suis là et ouais, on va y bah, aller. il faut la réceptionner, la colère. Et, mm. bref, elle a de bonnes raisons de s'exprimer, cette colère. Donc, C'est Et il y a, alors, je sais pas quel est le nom ou le prénom, enfin, il y a Nicolas Gwenel qui, de son point de vue, bah, l'espoir, C'est il est Gwenaël. jamais pardon? C'est Gwenaël, oui. Ok, le prénom? Ok, bon, alors c'est Gwenel. Du coup, l'espoir est jamais gravé dans le marbre et que il y a des moments, il a conscience qu'il existe, mais il peut parfois disparaître de son champ de vision quand les troubles prennent toute la place. Oui, tout à fait. Et voilà, il se dit aussi que les personnes qui vivent sans ces troubles psychiques peuvent perdre de vue aussi la notion d'espoir. Et Mm. est-ce que la perte d'espoir, est-ce que c'est quelque chose qui est grave? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre ou pas? Moi, je dirais que oui et non, parce que sans espoir, on peut avoir l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Donc, de perdre espoir, c'est grave, mais en même temps, je trouve que c'est souvent le cas quand on rechute. Euh, que tout semble noir et terne. Donc, je pense que ce qui est important, c'est la reprise d'espoir. On peut le perdre, mais on peut aussi, c'est pas perdu pour toujours. C'est comme la boîte de Pandora. Il y a plein de mauvaises choses qui peuvent sortir. Et puis, si on regarde au fond, après, bah, il y a quand même un lueur d'espoir qui reste. Je trouve que cette notion d'espoir dans le rétablissement est un peu comme le Saint Graal à atteindre et peut être un peu vertigineux pour certaines personnes. J'ai des pères qui veulent pas entendre parler rétablissement, tout ça, chez qui ça ne parle pas. Et cette injonction à se rétablir est très très lourd. Donc c'est vrai que on parle souvent, nous, Père et Danse, de cette notion d'espoir, que les choses ne sont pas gravées dans le marbre, qu'il y a un but à tout ça. Sauf qu'il y a aussi la réalité de tous dans le rétablissement et qu'il n'est pas négligé. Et que bah, l'espoir, effectivement, on pense tous à en avoir, hein. Je pense qu'autour de cet écran-là, qui n'aimerait pas avoir de l'espoir toute la journée? Je pense qu'on part de ça mutuellement. Mais c'est pas non plus la chose primordiale à atteindre. Je pense que quand on finit notre journée en se disant bah, c'était plutôt bien, déjà, step by step, ça c'est bien déjà. Souvent, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant, bah voilà, ça véhicule l'espoir. Moi, j'ai plus d'espoir. Et bah, c'est chacun trouve son, son mot, son terme. Le terme espoir est très souvent employé. C'est vrai, le mot objectif est très souvent employé. C'est des mots qui ont une charge quand même émotionnelle importante. Donc, c'est des notions qu'il faut véhiculer avec beaucoup de bienveillance et pas non plus en faire comme un truc à atteindre absolument.
Mm. Je rebondis que je suis tout à fait d'accord. Et le truc à atteindre, en fait, souvent, les gens, je pense, dans leur tête, le rétablissement, c'est le 20 sur 20. Et comme on est en France, on sait bien que le 20 sur 20, sauf dans les maths, ça n'existe pas à l'école. Euh, mais j'ai envie de dire que dans le rétablissement, c'est un chemin. Pour moi, c'est un chemin sur- comme le piste de course que j'ai décrit. On est toujours en train de le faire, de courir. Donc, c'est pas je me rétablis, je suis rétabli et c'est la fin. Donc, je pense que des fois, les gens vont dire, ben, je vais jamais atteindre le rétablissement parce que c'est vraiment le 20 sur 20, c'est la fin, c'est être parfait. Ben, pour moi, non, parce que c'est quelque chose qui est constamment en mouvement, que je suis constamment en train de me relever, de me forcer à marcher, à courir, etc. Mais que oui, ça continue je continue d'avancer. Des fois, je recule un peu, mais voilà, je pense que faut pas, c'est pas tout ou rien. En fait, c'est très nuancé, le rétablissement, la rechute. Et faut pas se dire que c'est tout ou rien. David, est-ce que tu veux rebondir ou pas sur cette question du rétablissement de l'espoir? Bah, garder en tête que effectivement c'est un chemin, pas une finalité. Parce que souvent, si on prend je dirais, si on prend un référentiel médical, on va souvent présenter bah, le rétablissement, il faut avoir moins de pas de symptômes pendant 2 ans, avoir un travail, des relations sociales, etc. Bah non, ça marche pas comme ça, quoi. Le rétablissement, c'est quelque chose de très personnel qu'on va accompagner nous, mais en tout cas, je pense qu'au niveau médical, c'est pas à nous de définir les critères qui vont avec. Donc, on accompagne le chemin, et c'est celui-là qui fait foi et pas forcément nos critères. Est-ce que vous connaissez des outils concrets pour l'accompagnement de personnes dans la reprise d'espoir? Il y a l'outil Revim, reprendre sa vie en main, qui existe, qu'on peut trouver, on peut télécharger gratuitement. Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver un lien pour mettre dans le chat. Euh, Où c'est une série de livrets à remplir. On peut le faire seul ou accompagné pour vraiment réfléchir à son rétablissement, à comment on se projette. Euh, voilà, c'est un bon outil que j'ai expérimenté moi-même et dans lequel j'ai accompagné des personnes aussi. Que Vous avez d'autres idées? Bon. Personnellement, la paire aidance, c'est pas mal. Mais c'est un peu général, quoi. Mais nous, l'introduction de la paire aidance dans nos services, ça a fait bouger les lignes à ce niveau-là. Alors, je dis pas que c'est l'apanage de la paire aidance du tout, mais elle permet d'aider, je dirais, les personnes qu'on accompagne. Et puis nous aussi, des fois, à peut-être changer un peu de perspective. C'est appréciable. Ok. Delphine? Oui, je pensais à la pérédance, mais je m'imaginais pas comme un outil. C'est pour ça que j'avais pas rebondi. J'avais du mal à me sortir d'une boîte en carton. Mais oui, j'ai pensé tout de suite à la pérédance également. Ouais, outil pas joli, je dirais, ressources, enfin, je veux dire par là une aide, Une en complémentarité. complémentarité, voilà, le terme, voilà, c'est pas toujours simple de trouver les termes qui vont bien, mais je trouve que c'est compliqué, le mot, je crois que c'est compliqué aujourd'hui de travailler. Je trouve personnellement c'est compliqué de travailler sans la paire aidance dans nos services et ça serait bien que ce soit quelque chose qui soit plus généralisé. J'appelle de mes voeux. Si je devais faire un vœu pour la grande, soi-disant grande cause santé mentale 2026, ça serait d'accompagner ce mouvement. Ok. Vu qu'on a pensé ce goûter de la réhab, et puis suite aux échanges, je vais vous présenter rapidement nous, un des supports de mesures d'anticipation qu'on utilise et qui peut être aussi une approche de prévention des rechutes. Ça s'appelle le plan de crise conjoint.
Je vous partager mon écran pour présenter les choses. Euh, Vous voyez bien? Ok. Bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors déjà, c'est pas... Excusez-moi, c'est dur. Donc voilà, je vais directement sur le plan de crise conjoint. Donc il y a une forme de déclaration anticipée au service du rétablissement. C'est l'outil qui a été créé par une équipe de Lausanne en Suisse. Et il est le fruit d'une démarche commune entre une personne concernée euh, par un trouble psychique et ou une problématique d'addiction et un professionnel et si possible un proche ou une proche. L'idée, c'est vraiment d'associer plusieurs regards sur s'accorder sur la construction d'un plan de crise conjoint. C'est un document qui est négocié, rédigé et validé par les différentes parties concernées. Je vous présenterai, il y a la nécessité de pouvoir signer ce document. Alors la signature n'implique pas une responsabilité juridique. Ça implique le fait que ça a été rédigé ensemble et de façon sous le principe de la décision partagée. C'est que tout le monde s'est accordé, il y a personne n'a imposé son choix à l'autre. C'est le résultat d'un consensus qui convient à chacun. Donc, il vise à identifier les signes avant-coureurs et les facteurs déclencheurs d'une crise et indique les stratégies et les ressources à mobiliser rapidement en cas de crise, ainsi que les soins et les traitements à privilégier ou à éviter. Je trouve j'ai vu dans le chat tout à l'heure passer le cosmos mental. Je trouve que le clip de Psychom sur le cosmos mental permet de bien identifier la question des facteurs déclencheurs, les signes avant-coureurs. Nous, en éducation thérapeutique, on va parler du modèle stress, vulnérabilité, compétences. Ok, il y a des facteurs de stress, il y a des facteurs déclencheurs, mais aussi insister sur le côté compétences des uns des autres, les compétences internes et les compétences externes des personnes. Voilà comment ça se présente. C'est un document qui est recto verso, donc il précise bien que c'est un partenariat entre l'usager et son réseau de soutien. Donc il y a une première partie qui est connaissance de la maladie, là, dans la zone bleue. Connaissance de soi, la partie rouge, et préférence de soins pour la partie verte. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tout remplir. Ça va au rythme de l'usager. On n'est pas obligé de répondre de façon scolaire à toutes les questions dans l'ordre. C'est en fonction de où la personne en est. Ce qui est important, c'est tout ce qui est identification de la personne. Et ça se fait au rythme de la personne. Donc voilà comment ça se présente, le plan de crise conjoint. On précise à qui il appartient, la question de pouvoir aussi mettre une date, parce que c'est quelque chose qui se réévalue régulièrement. Et lorsqu'il peut être utilisé dans certaines situations, bah, c'est important de savoir depuis quand il date, savoir s'il y a des choses qui ont été remises à jour ou si c'est assez ancien. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir conscience des difficultés. Comment la personne nomme ces difficultés qui l'amènent à avoir un suivi et qu'est-ce qui peut amener une situation qui dépasse la personne à se retrouver en situation de crise ou fasse rechuter. C'est d'avoir le point de vue de la personne, voilà, son point de vue subjectif. L'idée, c'est aussi de pouvoir aussi, à partir d'identifier cette situation, savoir comment la personne est à ce moment-là, de façon assez concrète en termes de pensée, d'émotion, de réaction physique, et également de comportement. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec les proches, avec les professionnels, pour voilà s'accorder, avoir le point de vue de chacun et prendre conscience de ce qui se passe et de la perception de chacun. Et est-ce qu'il y a d'autres signes qui apparaissent selon mon entourage? Voilà. Parfois, en situation de crise, on peut avoir un trouble psychiatrique ou on peut ne pas avoir un trouble psychiatrique et vivre une situation de crise psychique où on ne perçoit pas tous les signes et que l'entourage perçoit d'autres signes qui permettent de l'alerter. Donc c'est vraiment l'idée d'échanger, d'avoir le point de vue de chacun. Donc vous voyez que c'était réalisé par Pascal Ferrari et Caroline Sutter des collègues suisses. Et qu'est-ce que la personne peut faire concrètement pour gérer cette situation? L'idée, c'est de pouvoir mettre par ordre prioritaire des stratégies personnelles, puis celles de l'entourage, et celles nécessitant l'intervention de professionnels
Donc, c'est vraiment d'amener à réfléchir qu'est-ce qui peut être mis en place d'un point de vue personnel, au niveau des proches et au niveau des professionnels et comment on priorise les actions pour la personne. Il y a aussi l'idée que ça soit rempli, ça soit manuscrit par la personne elle-même. Plutôt éviter de remplir parce que le document existe en format Word, donc on peut le taper à l'ordinateur, mais le fait de l'écrire manuscrit, de façon manuscrite, ça signifie parfois aussi, bah, c'est moi qui l'écris, c'est pas quelqu'un qui l'a modifié ou quoi que ce soit, pour éviter tout type d'interprétation selon les situations et selon les personnes. Pour identifier aussi en cas de besoin à qui puis-je demander de l'aide. Important de pouvoir noter les noms et quel est le lien, les numéros de téléphone, que ce soit assez précis, parce que on peut connaître le numéro de son proche, on peut connaître le numéro de son psychiatre, mais lors de moment de situation de crise, eh ben, on peut oublier, on peut ne plus savoir, et le fait de tout noter de façon explicite, ça facilite aussi le fait de pouvoir y penser assez rapidement, de pas trop chercher, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, d'avoir toutes les informations. Concernant les préférences de soins, donc c'est quand j'ai moins bien, en cas de crise ou de rechute, quels sont les soins que je souhaite recevoir, quels sont les soins que je souhaite éviter. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir argumenter. Parce que, voilà, de dire, bah voilà, moi je veux pas tel traitement médicamenteux parce que j'ai eu tels effets secondaires qui ont eu tel impact. Et ben c'est aussi quelque chose une information qui peut intéresser une équipe soignante parce que on peut être hospitalisé dans un hôpital dans lequel on n'a jamais été hospitalisé. Voilà, et puis aussi de pouvoir signifier quelles sont les alternatives possibles. Ok, je veux pas alors je parle de traitement médicamenteux, mais ça peut être d'autres soins, mais qu'est-ce qui est possible de mettre en place aussi en cas de refus de soins ou de traitement. Et puis, une chose qui peut être parfois négligée, c'est dans une situation de crise, quelles sont les démarches concrètes à faire ou à déléguer pour préserver mes intérêts, mon quotidien, la question du courrier, de la garde d'enfants, d'animaux, de domicile. Voilà, de pouvoir noter, bah voilà, ce qui permet aussi d'enlever du stress en vue d'une hospitalisation, de savoir que tout est géré pour la personne. Pour noter à qui le plan de crise conjoint a été transmis. Donc là, c'est de signer. Donc, comme je vous disais, la signature vient signifier que c'était fait sous le principe de la décision partagée et que les personnes qui signent sont aussi garants d'aller signifier qu'il y a un plan de crise plan de crise conjoint qui a été élaboré, qui a été rédigé auprès des équipes en expliquant, voilà, comment il a été fait et si la personne n'est pas en état à ce moment-là, de pouvoir en tenir compte. Le plan de crise conjoint, qu'est-ce qu'il permet? Il y a des études qui ont démontré que ça permettait de diminuer les réhospitalisations à 30 jours, de diminuer le recours à la contrainte, de prévenir les rechutes, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'exercer un meilleur contrôle de soi et de ses troubles psychiques, d'aider l'usager dans l'autogestion de sa maladie et de son addiction, et d'encourager l'empowerment, et de faciliter la communication sur et autour de la maladie. Nous, d'expérience, on en a parlé sur des programmes d'éducation thérapeutique et le retour des usagers qui étaient notamment suivis par des psychiatres en libéral ont pu signifier que ça avait pu aussi changer la qualité du suivi. C'est-à-dire que de dire bah voilà, je vais voir mon psychiatre, on parle de traitement et traitement médicamenteux, point. On parle de rien d'autre. Bah là, d'avoir ce document-là, d'aborder plan de crise conjoint, bah ça permettait d'amener autre chose au contenu de l'entretien médical et aussi d'ouvrir sur d'autres thématiques et de rendre une satisfaction à la personne et de l'intérêt pour le suivi. Voilà, et il y a aussi l'idée d'améliorer la transmission et la continuité et la coordination des soins. Voilà très rapidement sur le plan de crise, ce qu'on voulait vous partager. Voilà, il y a d'autres types de mesures d'anticipation qui existent, hein, comme on vous le disait, le GPS, directive anticipée incitative en psychiatrie, qui sont pour les DAIP, c'est plus un accompagnement fait par un père aidant, qui est plutôt préconisé. Nous, le plan de crise conjoint, c'est plus le côté, ça a été démontré aussi qu'un accompagnement par un professionnel de santé avait aussi de l'efficacité. Et pour que ça s'implémente dans les pratiques, on trouvait que c'était un bon moyen aussi un bon support
pour développer aussi les pratiques orientées à l'établissement, la question de la décision partagée. Ça sort on sait que ça existe, la décision partagée, mais c'est comment je l'incarne aussi au quotidien. Donc voilà pour nous le plan de crise conjoint qui peut être un outil de prévention des rechutes. Voilà. Et il y a aussi l'idée, nous, au niveau de la région Pays de la Loire, c'est d'être sur un outil, c'est qu'on est de retour d'usagers en disant, bah voilà, on est dans un territoire de santé qui est en prise avec une crise de pénurie médicale dans certains départements, et du coup, il y a des personnes qui sont hospitalisées sur d'autres départements que le leur, que leur secteur d'origine, et ils nous ont dit, bah ouais, mais si à tel endroit c'est tel support et de votre endroit c'est tel support, c'est un autre support, comment je peux être entendu, comment je peux être ça peut être efficace. Donc, il y avait cette idée-là d'harmoniser un peu. Et on a eu aussi le même retour de certains professionnels, notamment le professionnel des urgences, qui trouvait que c'était intéressant le plan de crise conjoint, parce que c'est un format recto verso. Voilà. Nous, il y a il y a aussi une formation qui est accessible gratuitement en ligne sur le plan de crise conjoint, qui est plan de crise conjoint.ch. Je sais pas si ma collègue aura le temps de le mettre avant 17h sur, voilà, mais il me semblait intéressant de vous présenter ce type d'outil. Je sais pas si tu en utilises un, Freya, j'ai pas eu notion que t'en parlais. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, le plan de crise conjoint? Ton micro fait rire. En micro, pardon, Freya. Pardon, j'ai oublié. J'ai jamais fait un plan de crise conjoint. J'ai fait un plan de crise, mais ça date d'il y a très longtemps. Et justement, j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je refasse un à jour. Et je pense sur le format d'une PCC parce que c'est pas mal, c'est recto verso, ça a été étudié pour son efficacité. Et donc, en ce moment, j'en ai pas un. Il faudrait que je corrige ça. Ah, c'est pas une obligation, Freya, parce que je trouve que tu as déjà pas mal de ressources et que tu te connais assez sur ce que tu as pu mettre en place, mais c'était une question. Alors, est-ce qu'un travailleur social peut-il soutenir la rédaction, je pense, d'un PCC? Bah oui, et il y a la question de se former déjà sur le contenu du PCC, en quoi ça consiste, et puis de aussi s'appuyer sur le réseau de la personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que sur toute la question des symptômes, d'aller aussi inviter la personne à aller voir ça avec le professionnel de santé qui l'accompagne pour conforter les choses. Euh, je remercie chacun d'avoir participé. J'ai ma collègue qui me fait signe qu'on arrive à 17h. Donc voilà. Ah, bon, a priori, c'est notre responsable de la forme. Voilà. Euh, je vais faire de la pub effectivement pour le PSM Georges Mazurel de la Roche-sur-Yon qui propose le 17 mars une journée sur zéro contention. Voilà. Donc je l'avais bien noté, donc je le partage. Voilà, merci à tous, merci à David, merci à Freya, merci à Julien. Ça va Julien? Et merci Merci. à Delphine. Le prochain goûter de la Réhab aura lieu le 9 février et on vous communiquera sur les réseaux la thématique. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.